Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le Super Catch-Up, le podcast qui transpire le catch avec au programme double dose de SmackDown et de Monday Night Raw pour m'accompagner dans cette analyse des épisodes du 25 août et du 28 août 2023, placés sous le signe de la tristesse, mais le spectacle doit continuer. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Raphaël. Salut Rafa. Hell yeah, salut IRM, puisque tu ne te présentes même plus, tu penses que tout le monde te connaît, mais peut-être qu'il y a des nouveaux qui nous débarquent de catch-up aujourd'hui même. Si c'est le cas, bienvenue, vous avez plein d'épisodes à rattraper, mais effectivement le show continue et on est là pour ça à catch-up. Il est là, nous sommes tous là, mais un homme qui n'est plus là, c'est Bray Wyatt, Wyndham Rotunda, qui nous a quittés. C'était jeudi, la veille de SmackDown. La news était tombée via une annonce par Triple H. Wyndham Rotunda qui est décédé un arrêt cardiaque, voilà, chez lui, à la maison, et qui du coup a tout chamboulé. Nos cœurs en premier, puisque c'est évidemment une nouvelle terrible qui s'est abattue sur l'univers du catch, à la fois pour les fans qui le suivent. Nous, ici, à Catch-Up, on peut prétendre à être des fans de catch, et également tous ceux qui l'ont accompagné, sa famille, et qui va nous importer aujourd'hui l'ensemble du staff, les catcheurs, pas seulement à la WWE, puisque de nombreux hommages ont été faits tout au long de ce week-end, y compris dans des autres fédérations à la WWE. Donc, il fallait continuer le spectacle, comme le dira un peu plus tard Michael Cole, mon beau Raphaël. Mais voilà, quand on allume sa télé, quand on lance l'épisode à ce moment-là, on a le cœur un petit peu serré. On se demande un petit peu ce qui va nous attendre. On avait à la fois pas forcément envie de le regarder, cet épisode, et à la fois on avait envie. Je sais pas dans quel état tu étais, toi, au moment de lancer cet épisode de SmackDown. Oui, effectivement, il avait été annoncé que le programme serait en grande partie chamboulé, et on peut le comprendre. C'était évidemment une énorme tristesse. On en a parlé dans le précédent Super Catch-Up, mais nous avons été nous aussi un petit peu pris de court avec Papy, on venait juste de l'apprendre. Oui. Un jeune homme de 36 ans, c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on le voyait plus. C'était un contexte un petit peu particulier pour lui, qui était revenu il y a à peine un an. On savait pas en fait si tout ça était dû à des soucis de santé, à des soucis de personnalité, d'envie, de booking. C'était pas très 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 clair exactement, parce que c'est quand même un catcheur, comme on l'a dit, hors du commun dans ce qu'il proposait, dans ce qu'il faisait, dans sa personnalité aussi, dans ses tourments peut-être parfois un peu psychologiques. Donc il était absent. On savait pas clairement pourquoi. Ça fait un peu penser à ce qui s'était passé aussi pour Brody Lee justement à l'AEW. Bray Wyatt, Wyndham Rotunda, il avait croisé beaucoup de monde effectivement, donc on a eu même The Rock qui a posté un message assez touchant qu'il avait croisé sur la scène de WrestleMania, beaucoup de catcheurs légendaires, des John Cena, des Undertaker, qui l'ont croisé jusqu'à quasiment à la fin. L'Undertaker l'avait croisé, je me demande si c'est pas sa dernière apparition ou une de ses dernières, quand il croise l'Undertaker lors du Raw des 30 ans et qui passe à tabac tous les deux LA Knight. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre en commençant ce show, mais on se doute bien de toute façon que ça va être, c'est court pour la WWE d'organiser quelque chose, et puis personne ne leur en voudra de pas avoir. C'est difficile, j'ai vu sur certains réseaux sociaux anglophones des gens qui se permettent de juger les qualités des hommages. C'est dur, c'est sévère, la WWE, ils savent faire des clips hommages. Après, pour scénariser des matchs ou des segments exprès sur ça en 24 heures, ça donc c'est difficile. Oui, tu as raison. Non, laissons ces gens de mauvais esprit là où ils sont, loin de de nos soucis pour ce qu'il en est. Effectivement, tu l'as dit, en 24 heures, on nous annonçait du changement, la présence de certains, l'absence d'autres. Et puis le talent, même dans ces moments difficiles, de toute l'équipe de production. Ils ont notamment réalisé un magnifique clip vidéo qui a rendu hommage, justement à Bray Wyatt, le catcheur, mais aussi Wyndham Rotunda, l'homme qui, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais on sent vraiment que c'est ça qui touche le plus. On a passé beaucoup de temps à voir un petit peu toutes ces séquences, ces photos backstage.
Et puis ces anecdotes qu'on a pu découvrir, ou que certains catcheurs ou catcheuses ont pu partager parfois une fois que les caméras étaient coupées, parfois même pendant des house shows. Hein. On a notamment cette vidéo de Seth Rollins qui n'a pas pu venir lors de ce SmackDown. Il était en tournée avec Raw, hein, dans un house show. Qui a, il venait d'apprendre la nouvelle, qui a rendu hommage, un long hommage vibrant, pas hors caméra, parce qu'on est toujours filmé maintenant avec les téléphones portables, où voilà, il a pu partager sa peine, et puis les bandeaux noirs, hein, qui étaient autour des bras musclés de nos catcheurs, de nos catcheuses, pour Bray Wyatt, mais aussi pour Terry Funk, hein, notre légende. Hein, c'était une semaine un peu difficile de départ. Terry Funk, hein, le Hall of Famer légendaire également, le roi du hardcore, et puis Bray Wyatt, hein, qu'on connaît plus, qu'on a vu grandir, hein, donc qui nous touche encore plus ici à Catch Up, puisque quand on a commencé Catch Up, on était en pleine folie de la Wyatt Family, et c'est vrai que ça a accompagné aussi avec le podcast, on a pu voir l'évolution, assister à l'évolution de Bray Wyatt, de Windham et toutes ces itérations, hein, tous ces personnages complètement fous de cet homme à l'esprit créatif qui était, et surtout le plus important, un homme aux qualités incroyables, humaines, et croire en écouter, hein, toutes les anecdotes qui ont partagées. On a pu voir ça d'ailleurs dans ce package hommage, tous ces moments assez touchants. On le voyait même, t'as vu, à un moment, on voit la photo, il était encore en train de se démaquiller de son accoutrement du film complètement horrible, et il se casse backstage en train de rigoler comme une bonne poire avec le mec qui vient de de placer une mandible claw. Donc on voit l'arrière, les backstage, hein, du monde du catch, qui sont avant tout des êtres humains, hein, comme toi et moi. Enfin, je sais pas comment tu te considères, toi, Raphaël, mais c'est vrai que c'était beau d'avoir cette vidéo package. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient fait vraiment du bon boulot en si peu de temps, et comme tu l'as dit sur le Discord, je pense qu'on aura droit à des hommages qui vont des catcheurs eux-mêmes dans les semaines à venir, probablement notamment dans les combats. On sait, hein, comment c'est, souvent les catcheurs aiment bien faire des hommages lors des affrontements. Donc ça, à mon avis, on va y avoir droit, et ce sera tout à fait mérité pour rendre hommage à Bray Wyatt. Oui, j'aimerais bien pouvoir me dire que je suis un humain de la trempe de ce qu'a été Bray Wyatt. Oui, alors c'est sûr que c'est très rare, hein, quand même, c'est très très rare, et heureusement qu'un catcheur meurt si jeune, ouais, et encore sous contrat à la WWE, donc bien sûr personne va dire du mal de lui à sa disparition, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui a marqué tout le monde par sa sensibilité, sa créativité, sa personnalité. Bien sûr, il était aussi marié et papa, hein, avec une célèbre ancienne annonceuse, donc c'est forcément quelqu'un qui fait partie de la famille du catch et qui est un catcheur de seconde génération. Donc on l'a vu grandir, mais il y a des gens backstage qui ont dû le voir grandir littéralement, hein, qui ont dû le voir peut-être à 8 ans ou à 10 ans avec son papa Rotunda. Ouais. Donc ça touche tout le monde. C'est vrai que le package vidéo était plutôt joli, j'ai trouvé. On va dire que sur le ring, on est resté pour ouvrir ce show sur une émotion assez classique, hein, les 10 sons de cloche. On a vu tous les visages qui étaient là, c'est peut-être ce qui m'a un poil étonné, mais bon, vraiment, je fais pas de critique ni rien. C'est que ils ont fait revenir donc Strowman et Eric Rowan, les anciens de la Wyatt Family. C'était plus pour la séquence. Je m'attendais peut-être à un mot de leur part. Bon, c'est pas grave. Écoute, ils sont restés dans leur peine et dans leur recueillement, et on va respecter tout ça. Est-ce que tu l'avais vu, toi, en live? Moi, je crois que c'est le seul membre de la Wyatt Family que je n'ai pas vu en réalité, puisque j'avais vu Rowan et Harper en tag team, et j'avais vu Strowman aussi, mais je n'aurais jamais vu donc Bray Wyatt. Je n'aurais jamais été une luciole de Bray Wyatt. Alors, tu me poses une colle. Oui, j'ai vu Bray Wyatt au moins une fois quand on était allé à WrestleMania à la Nouvelle-Orléans, qu'il avait fait son retour pour aider Matt Hardy à remporter la Battle Royale André le Géant. Incroyable. Ouais. Et que de facto ils s'étaient mis en tag team tous les deux, et qu'ils étaient allés décrocher le championnat par équipe, hein, ouais, le Eater of World. Donc je l'avais vu. Et est-ce qu'il était... J'ai un souvenir plus diffus, hein, de mon premier WrestleMania, c'était WrestleMania 29.
avec le Rock contre John Cena. Je suis pas sûr qu'il y avait la Wyatt Family. Hein. J'ai pas ce souvenir. Hein. Je suis pas. Non, non, ils étaient pas là. Ils étaient pas là. Ouais. Toi, j'avais pas le souvenir d'avoir vu l'entrée. Toi, Ouais, ça aurait été mémorable. mémorable évidemment de la famille Wyatt. Je pense pas qu'ils étaient là parce que de mémoire, c'est WrestleMania. 29. Hein. Ouais, et je crois que c'est WrestleMania 30 où il affronte John Cena. Est-ce que je dis des bêtises? Et je pense que c'était son premier, hein. Ah ouais, c'était ouais, la première itération de leur l'affrontement à WrestleMania avant la seconde qui évidemment est devenue un grand classique Oui, tout à fait. dans les pages. Voilà, Voilà, le Coven. ah oui, un des hauts faits, voilà, une belle représentation de l'esprit de jusqu'où pouvait aller Bray Wyatt et surtout jusqu'où il pouvait emmener les gens, hein, les autres avec lui. Tout à fait. Finalement, c'est ça aussi qui était assez incroyable, c'est ils le suivaient tous dans ses délires. Mais si, parfois, on avait, même nous, hein, parfois du mal à suivre. Je pense que lui, parfois aussi, avait du mal à suivre. C'est un homme qui était riche en idées, donc non, moi, j'aurais pas eu l'occasion de voir l'entrée de la Wyatt Family. Il y avait les Bludgeon Brothers aussi, je me souviens à l'époque, à la Oui. Nouvelle-Orléans. Donc voilà, c'était une autre itération de ce clan, hein, aussi mémorable, de ces 4 hommes qui ne sont plus que 2. Donc on pourrait dire qu'effectivement la famille Wyatt, voilà, sur les 3 dernières années, ça aura été, voilà, c'est touché voilà, par ces deux terribles nouvelles. Mm. Mais comme le dit Michael Cole, le spectacle doit continuer. Ces deux Ouais. hommes, enfin tous ces hommes et ces femmes nous proposent chaque semaine, au péril de leur santé, hein, en mettant leur santé évidemment en jeu, pour nous divertir. On le prend pour acquis. Nous on regarde, c'est vrai, toutes les semaines. Euh, et puis parfois, voilà, parfois une nouvelle comme celle-ci nous rappelle un peu à notre nature humaine. Mais le spectacle doit continuer. Michael Cole nous l'annonce. Et du coup, bah, on en voit peut-être l'un des hommes les plus. Alors c'est terrible parce que voilà, un homme qui lui avait aussi été touché très personnellement par un décès d'un proche, hein, puisqu'il s'agit de Rey Mysterio qui doit ouvrir le show et qui va donc ouvrir cet épisode de SmackDown dans un match face à Grayson Waller pour l'ouverture du show. On a Austin Theory qui va débarquer aussi, hein, qui va se rappeler au bon souvenir pendant le match. Grayson Waller va en profiter pour tenter un petit roll-up sur Rey Mysterio. Santos Escobar, toujours dans les parages, vient aider son mentor, Rey, hein, champion US en titre. Le match n'était pas pour le titre, hein, je le rappelle. Il attaque donc Theory pour le neutraliser. Grayson Waller veut placer son slingshot rolling cutter. Hein, il rentre par l'extérieur du ring pour faire un cutter, mais Mysterio le contre. Le 619 est empêché par Austin Theory qui veut pas lâcher le bougre, hein, mais Santos Escobar est toujours là à la défense. Et le gros springboard splash du Hall of Famer Rey Mysterio, 1, 2, 3, la victoire de la LWO. Rey Mysterio est donc vainqueur de ce premier match. Voilà, un petit opener pour se remettre en forme et enchaîner. Et voilà, le spectacle doit donc continuer, mon bon Rafa. Ouais, bah c'est pas facile. C'est pas, fa- c'est pas facile, mais bon, bah effectivement, comme tu l'as décrit, là on retrouve très rapidement, on se replonge dans les ficelles classiques du catch et d'un weekly avec quelque chose de très classique. Voilà, un champion babyface, un challenger heel qui est pas dans le match mais qui débarque. Bon, voilà, c'était plutôt sympathique, je trouve. Grayson Waller catch petit à petit, ça s'installe. Moi, je le trouve pas spécialement déplaisant, il est pas virevoltant encore entre les cordes, mais je pense que c'est pas son style. Et puis, bah, Austin Theory, il m'a l'air très chaud, hein. C'est très appréciable de le voir là. Quand il était champion, on le voyait pas, et là qu'il est énervé, il est affûté. Donc, je suis assez motivé pour voir la suite et enfin la revanche, puisque revanche il y aura donc entre ces deux hommes et avec Santos Escobar dans un coin qui finira bien par nous faire une filouterie, je sens. Ah, tu le sens, le Santos, tu sens qu'il va Ouais, filouter, qu'il va faire ouais. une saleté, une carabistouille. Ah, c'est possible. En tout cas, Rey Mysterio et Santos Escobar seront la semaine prochaine à SmackDown face à Austin Theory et Grayson Waller. Très drôle, hein. On a beaucoup comparé
les deux jeunes, Theory et Waller. On avait même dit attention, Theory, il y a Waller qui veut prendre ta place, du coup on va les mettre en équipe. On va voir ce que ça va donner. Ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine également, Jimmy Uso, parce que voilà, un des premiers plans chamboulés, c'est tout simplement pas de Bloodline à SmackDown aujourd'hui, et Jimmy Uso qui devait être là, eh bien, il sera en pause. Il viendra la semaine prochaine. On a mis en pause. Le spectacle doit continuer, mais on a quand même mis en pause de la Bloodline. Et c'est un bon choix, j'imagine. C'est un bon choix, puisqu'effectivement, on se concentre sur des trucs un petit peu plus légers pour ce soir. Oui, en fait, je sais pas trop. Disons que ça aurait pu permettre de nous vraiment encore plus projeter vers le show must go on et vers l'avant, quoi. Je comprends, ouais. Ça aurait pu, on aurait pu se dire, voilà, ce show de SmackDown, ça a pas été juste un hommage à Bray Wyatt et une sorte de house show finalement, mais il y aurait eu quand même un. Alors je sais pas du tout ce qui est prévu, ça se trouve ça va être hyper décevant, mais au moins bon voilà, on aurait eu Jimmy Uso, on aurait eu Paul Heyman, on aurait eu un truc, mais bon, encore une fois, c'est un choix respectable et compréhensible. Donc on aura encore un petit peu de suspense jusqu'à la semaine prochaine. Et écoute, c'est pas grave, on attendra. Comme tu l'as découvert sur Discord, cette histoire de la Bloodline risque de prendre son temps. On a des mois devant nous. Ouais, je suis assez attristé pour ça, on en reparlera, mais on attend qu'ils reviennent. On enchaîne direction la division féminine avec une petite interview backstage de Damage Control. Io Sky qui est une ancienne championne de NXT, comme nous le rappelle Bayley, ancienne championne par équipe. L'actuelle championne, c'est l'ère de Io Sky. Elle demande le respect et le respect va être regagné ce soir, conservé, puisque Io Sky va disposer de Zelina Vega dans un match où elle défend donc son titre de WWE Women's Championship avec un moonsault sur Zelina Vega avec Bayley et Dakota Kai aux abords. Une première défense de titre, mine de rien, de Io Sky. Une défense de titre face à Zelina Vega qui avait été first contender à Puerto Rico. C'est bien, voilà. On met un petit peu, on commence un petit peu à donner une première victoire à Io Sky, une première défense de titre. Et puis, on attend un petit peu la suite du programme pour Damage Control qui était un petit peu perdu noyé un peu dans plein d'histoires différentes les unes et les autres. Peut-être qu'on a besoin d'une petite ligne directrice là pour Damage Control. Quelque chose de clair. Ouais, bon, en tout cas, là, on est quand même encore dans la catégorie House Show, notre ami Papy qui aime bien être caustique sur le Discord. Quand j'avais dit qu'on allait avoir un SmackDown très triste où on allait pleurer, on a dit, ah bon, parce que Shotzi va catcher, pas Shotzi, pardon, mais Zelina Vega, c'est un petit peu au-dessus peut-être dans l'échelle de la hiérarchie à SmackDown, mais c'est pas transcendant. Et puis Zelina Vega, à part de très très rares exceptions, ou alors quand elle est en tag team, on sait à peu près qu'elle va perdre, donc voilà, écoute, comme tu dis, il faut c'est très anecdotique, c'est tellement anecdotique, mais en même temps, voilà, ça met un peu de corps à un règne de champion. On peut cocher une case, voilà, une défense de titre en plus, donc plutôt bien, donc pourquoi pas, écoute, mais rien de transcendant. J'avoue que j'ai même pas beaucoup de souvenirs là, quelques jours après, des moves qu'on ait pu voir dans ce match. Ouais, Zelina Vega, voilà, dans le ring, il faut lui reconnaître qu'elle a quand même, elle s'est pas mal améliorée, elle a de l'intensité. On a eu quelques belles prises, des beaux sunset flip bombs, le Meteora auquel Io Sky a pu résister. Et voilà, c'était un match tout à fait correct, ma foi, pour cette première défense de titre. Allez, on va retomber dans le deuil et l'hommage, puisque Cody Rhodes est là ce soir. Il fait son entrée, il est venu rendre hommage à Terry Funk, et oui, Terry Funk, qui a bien connu Dusty Rhodes. Donc Cody Rhodes qui va nous faire une promo, va raconter une petite anecdote. D'ailleurs, pour une autre anecdote, c'est Mick Foley avait été contacté par WWE pour venir à cet épisode qui est bien connu, Terry Funk évidemment. Ils avaient été notamment champions tag team à la WWE. Là, on était vraiment plus sur la fin de la carrière de Terry Funk. Mais notre ami Mick Foley, il a vu le message trop tard et du coup, il n'a pas pu venir. Donc on a envoyé Cody Rhodes. Ouais. Donc ce qu'on conclut, c'est que Mick Foley a mis les messages de Vince dans ses spams, quoi. Ou de Triple H, je ne sais pas. Ouais, de Triple H, on les connaît ça. Ah putain, c'est dans mes spams. Désolé. Oui. Après, on peut pas lui en vouloir. La dernière fois que Triple H et Mick Foley se sont croisés, je sais pas si tu te souviens, c'était à la grande époque du titre de Kevin Owens, où il y avait Mick Foley était, je crois, général manager. Et Triple H, bien, ouais. Ils étaient.
Il y avait une espèce de mini feud qui n'avait rien donné. Et Mick Foley a un petit peu disparu des radars de la WWE à ce moment-là. Donc peut-être qu'effectivement, il a mis la famille McMahon en spam. En silencieux, ouais. En silencieux, moi, voilà. Peut-être pas en spam, mais en silencieux. Cody Rhodes, c'est quoi sa petite histoire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Eh ben, il nous raconte que quand il était petit, il était à l'aéroport, hein, les catcheurs, les catcheuses voyagent beaucoup. Il a entendu un homme comme ça insulter son père, il a dit de egg sucking dog, donc un chien qui suce des œufs. Voilà, en français, ça ne veut absolument rien dire, mais visiblement aux États-Unis, c'est un peu limite, parce que Cody Rhodes se demande s'il avait le droit de dire ça à la télévision, mais trop tard, hein, c'est fait. Et c'était Terry Funk qui a insulté son père. Donc voilà. Dit, ah oui, d'accord, c'est lui. Terry Funk, le cowboy, tout simplement, et 50 ans de carrière, qui a pas la manière de Bray Wyatt, hein, on fait un petit peu des parallèles. Terry Funk qui a réussi à se renouveler, hein. C'est vrai qu'il a eu pas mal de gimmicks lui aussi, même si son credo c'était le hardcore, les matchs complètement tarés. Un révolutionnaire, hein, tout simplement, nous dit Cody. Et puis on a le droit à une belle vidéo également sur la carrière de Terry Funk. Une grosse carrière, hein, lui on pourrait dire qu'effectivement, a 50 ans de carrière. Il en a vu, il en a fait, il en a dit. Et puis voilà, il s'est éteint. Je ne sais plus à quel âge il avait quand il nous a quitté la semaine dernière. Il avait 79 ans, donc effectivement, alors est-ce que peut-être c'est aussi le fait que moi je n'ai pas connu ce catcheur en activité, mais ça fait pas la même chose, évidemment. Quelqu'un de presque 80 ans, on pourrait presque dire... c'est l'ordre naturel des choses, toi. Ouais, c'est ça. C'est presque même cynique, on pourrait dire. Il a bien vécu pour quelqu'un qui a fait du catch hardcore toute sa vie. Je suis pas sûr que Mick Foley, par exemple, atteigne 80 ans, dont on vient de parler. Après, bon. Ou Mark Calloway. Ouais, c'est des mecs qui finissent complètement cassés, quoi. Hein. Terry Ouais. Funk, effectivement, dans les derniers... pareil, hein, je n'ai absolument pas suivi sa carrière. C'est un nom qui revient, par contre. Ça clairement, voilà, c'est une légende. Et voilà, il était jeune retraité et beaucoup aimeraient pouvoir dire qu'ils ont pu vivre aussi longtemps avec une telle carrière où on détruit les corps et malheureusement aussi parfois les esprits. Et donc, Terry Funk, on va lui rendre hommage ce soir dans un match tag team. Et là, bon, voilà, on sent un petit peu on a essayé de ficeler une espèce d'hommage, hein, tout au long autour du programme qui finalement n'aura pas été beaucoup chamboulé. Hein, Non. Raphaël, en tout cas dans la carte, puisqu'un tag team match a lieu, Street Profit versus les Brawling Brutes, et Cody nous dit tout simplement que ce sera un Terry Funk hardcore tag team match. Alors là, je crois que de hardcore, il n'avait que de nom, et alors de Terry Funk hardcore, je crois qu'on en était très très loin, puisque si vous allez regarder les vrais matchs de hardcore de Terry Funk, je pense qu'on le vrai hommage si vous voulez vraiment un hommage de hardcore à Terry Funk, vaut mieux aller regarder un match de John Moxley à la AEW que ce Brawling Brutes versus Street Profits qui s'est contenté tout simplement de sortir une table à travers laquelle est passé Ridge Holland, alors que Butch, qui sortait la table justement, s'est embrouillé avec notre ami Bobby Lashley qui était tout en costard et qui donc allait chercher des noises à notre ami Butch, l'ancien Pete Dunne, et donc Ridge Holland qui s'est fait passer à travers cette jolie table Ikea par les Street Profits sur un joli move, hein, des Street Profits, ça pour passer l'ancien rugbyman à travers la table. Bon, moi je vais te dire franchement, je pense que ça va être mon flop, je spoil, parce que c'est bien beau de faire des hommages, mais alors là, ils auraient pu quand même. Voilà. Si je devais vraiment faire un petit reproche, c'est pas sur les packages vidéo, c'est pas sur le fait que voilà ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais me dis pas que ça coûtait pas grand chose quand même de sortir au moins des poubelles, toi, peut-être pas des punaises et mettre des tables en feu, mais au moins sortir une bonne poubelle, pour faire un truc un petit peu hardcore. Oh bah, je suis complètement d'accord avec toi, surtout qu'on a quand même là-dedans au moins Butch ex Pete Dunne, qui est quand même un catcheur à l'anglaise, qui aurait, je pense, bien aimé avoir quelques poubelles, quelques kendo sticks, et comme tu dis, je me rends peut-être pas compte, mais je pense que ce match était sûrement booké d'avance. C'est pas très compliqué de rajouter 3-4 moves de plus, voilà, un kendo stick qui pète, un couvercle de poubelle. Ça m'a un petit peu déçu, et même l'intervention de Cody Rhodes, en vrai, faisait un peu forcé, quoi. C'est-à-dire, le mec, il est pas à SmackDown, on l'a fait venir exprès, hein, il a pris l'avion et tout, on l'a appelé en vitesse.
il fait une promo où il parle un peu comme toujours de son père, hein, Cody Rhodes, et de son enfance. J'ai trouvé ça un peu dispensable et un peu dommage. J'avais un petit côté John Cena, c'est-à-dire que voilà, il y a un mec qu'on doit faire parler, on fait venir Cody Rhodes. Il y avait sûrement des gens à SmackDown, je sais pas qui, je réfléchis, peut-être Rey Mysterio justement, peut-être d'autres mecs qui auraient pu parler de Terry Funk. Sans que ça soit obligé de faire venir Cody Rhodes pour qu'il fasse rien que ça. Hein. À la limite, Ouais. s'il avait catché lui-même, s'il avait dit hop, ce soir, je rends hommage à Terry Funk et puis je sais pas, je lance un Terry Funk Hardcore Match Challenge, Open Challenge et puis là, je sais pas, n'importe qui aurait pu débarquer. Hmm. Austin Theory justement, bon, ils ont pas eu le temps évidemment d'improviser en 24 heures un match, mais ça aurait pu. Là, on est resté sur les alignements et les feuds classiques avec donc ces Street Profits, nouvelle formule avec Bobby Lashley. T'as donné ça, enfin. Moi, je suis intéressé par ça et par voir la progression de cette nouvelle faction. Mais là, ouais, ça semblait un petit peu forcé pour intégrer le truc dans le schmilblick et sans le faire vraiment et sans l'assumer. Donc, un peu dommage. Ouais. Et dans ce match, en fait, ça m'est venu, ouais, je me suis dit, putain, on l'oublie peut-être trop, mais ce Butch sympathique, c'était quand même Pete Dunne et de l'hardcore et de la destruction et de la violence, il sait faire et ça serait bien qu'on lui lâche les chevaux un petit peu à certains moments, ouais. Oui, bah oui, exactement. C'est ça qui était aussi un petit peu dommage. En fait, il y a plein de trucs qui m'ont fait tiquer sur ce match. Bon, tu l'as dit, la promo de Cody Rhodes. Ça, à la limite, Cody Rhodes, toi, je suis même pas sûr qu'il y avait vraiment quelqu'un de mieux placé que Cody Rhodes, en fait, pour faire cet hommage à Terry Funk, parce que il y a plus grand monde qui a vraiment connu Terry Funk, qui était sûrement dans les backstage. Donc, à la limite, bon, voilà, ça fait un lien, c'est un peu tiré par les cheveux, cet hommage, même si, effectivement, il l'a croisé sans vraiment le croiser. Et voilà, son père l'a fait, lui, donc c'était effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça faisait John Cena, mais après Cody Rhodes, on le compare à John Cena depuis qu'il est revenu, donc pourquoi pas. Mais en plus, ce match, qui est pas un vrai match hardcore, qu'on n'a pas été fichu voilà, de rajouter deux trois poubelles. En plus, avec une équipe, les Street Profits, vous en avez parlé avec Papy la semaine dernière. On sait toujours pas qui vraiment ils sont. C'est quoi cet alignement? Ils ont toujours leurs entrées de babyface. Ils se font acclamer au moins si ce n'est plus que les Brawling Brutes. Ouais, ça m'a perturbé aussi, effectivement, j'ai oublié de le Ouais. mentionner. Je me suis demandé si c'était un choix de recul arrière en mode, on est triste, alors on va nous remettre un peu de gobelet et on va se remettre un petit peu de joie. Euh, Ça m'avait fait penser à, je sais pas si tu te souviens, il y avait Alberto Del Rio qui avait fait un face turn une année. Il avait fait un face turn en toute fin d'année, mais genre le SmackDown d'après à Noël, il était redevenu méchant juste pour un soir, juste pour faire un match contre John Cena en s'envoyant des sapins de Noël dans la gueule là. Et là, je me Hmm. suis dit, est-ce qu'ils nous font pas pareil? Ils ont fait heel turn Street Profit, mais là ce soir ils redeviennent face juste Ouais. parce qu'on est triste. C'était un Je peu pense bizarre juste qu'ils aussi. Ouais, sont, c'est juste qu'ils sont pas encore totalement ouais, ils sont pas heal. assumés. Mm. Ah, ils sont pas assumés. Il faut que ça s'assume. Donc tout ça a fait que ce match, effectivement, était un petit peu décevant, quoi. Décevant, un petit peu à côté de la plaque, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Raphaël. Le spectacle doit absolument continuer, puisque le Ouais. Miz vient nous parler de LA Knight. Il nous affirme que s'il continue à lui manquer de respect, LA Knight n'ira certainement pas à WrestleMania. Dans une vidéo de petit paparazzi, hein, avec la célèbre chaîne TMZ Sports, les rois de la rumeur, hein, qui viennent interviewer le Miz, et le Miz donc qui envoie un petit taquet à LA Knight pour voilà, pour continuer cette rivalité. LA Knight derrière qui enchaîne, il prend le micro et avant de parler du Miz, LA Knight nous dit qu'il doit parler d'autre chose, car ce soir c'est Bray Wyatt. On nous parle, c'est la soirée hommage à Bray Wyatt. Et il est vrai, rappelez-vous, Bray Wyatt, eh bien, LA Knight, c'est son dernier adversaire. Le dernier match de Bray Wyatt, c'était à Extreme Rules. Non, à Royal Rumble, pardon, il avait fait son retour à Extreme Rules, au Royal Rumble face à LA Knight. Depuis, il s'était pas affronté depuis. Ils se sont recroisés, comme tu l'as dit, avec notamment l'apparition du Undertaker. Mais voilà, LA Knight. Donc voilà, des ennemis, mais voilà, les ennemis parfois sont les personnes qui nous aident le plus. Voilà, ils ont vécu l'enfer tous les deux, l'un face à l'autre, mais tout ça, ça l'a préparé à être prêt, hein. Ça l'a mis un peu sur la carte, LA Knight, ce match. Et donc,
Il en a tiré beaucoup de conseils et aujourd'hui il est là grâce à Bray Wyatt. Donc merci Bray. Voilà, il nous dit voilà que Bray est toujours là avec nous dans le stade. On peut le sentir, on peut le voir. Il est avec nous et retour aux mises. Retour aux mises. Il le dit que Bray Wyatt, c'est grâce à Bray Wyatt que ce soir il peut dire Let me talk to you. Donc c'était une belle transition. C'était une belle transition. Il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion dans ce discours. LA Knight, peut-être que c'est juste une mode, mais lui au moins c'est pas une histoire secondaire. Il est pas en arrière-plan. Voilà, il nous reparle un petit peu de la carrière du Miz. Alors il est un peu dur. Il est un peu dur quand même. Et voilà, même le match à WrestleMania, c'était plus une histoire entre Le Rock et John Cena. On se souvient du main event que le Miz a gagné, qu'il aime nous rappeler à notre bon souvenir. Écoute, si le Miz cherche à mettre fin à LA Knight, pas de problème. C'est quand tu veux, où tu veux, mais mais un homme lui a dit une fois, la prochaine fois que le Miz le verra, il pourra run, nous dit LA Knight face à l'écran. Et donc c'était la promo de LA Knight, à qui on a donné quand même une sacrée responsabilité là. Je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, pour cette promotion. Oui, bah pour le coup, là, je trouve que ça, c'est très légitime. C'est effectivement le dernier adversaire de Bray Wyatt. C'est le mec qui est en feu en ce moment, donc forcément, on a envie de l'écouter. On va respecter sa promo. Et en plus, c'est assez vrai. Hein, je pense que cette feud qu'on avait pas mal moqué et critiqué, puisqu'il y avait eu quelques passages un peu douteux, notamment ce match à stipulation qui était unique, hein, avec un match sponsorisé, comme on dit. Mais Un Naomi hardcore match. ouais, mais Le blow match. c'est ça. Mais ben en vrai, je pense que ça l'a beaucoup aidé à l'installer. Oui. LA Knight, hein, c'est sa première grosse feud contre un mec hyper connu et populaire et installé, et ça a été une très bonne idée de lancement. Donc, bah effectivement, LA Knight, il est plutôt récent. Il a pas tout ce backstage derrière, évidemment. Ça, c'est pas John Cena qui aurait pu parler ou autre, mais bah là encore, avec le timing fait, je trouve que c'est un très très bon choix de lui donner le micro. C'est pas connu comme étant un grand ami de Wyndham Rotunda de base, mais il fallait faire ça, il fallait enchaîner. Je pense que là, pour le coup, le segment main event a été déplacé. Hein. Je pense que c'était la Bloodline qui devait être prévue en main event. Donc on y est allé. Alors ça aurait pu être aussi son adversaire du soir, hein, qui a eu aussi une très longue feud contre Bray Wyatt. Ça aurait pu être Finn Balor, mais bon, bah, Finn Balor, il est heel, hein. On va pas donner. Ou alors ça aurait été vraiment faire une grosse pause kayfabe et briser un petit peu le quatrième mur que de faire parler Finn Balor ce soir. Non, c'était une promo de valeur, j'ai trouvé une bonne promo solide de celui qui est désormais donc la méga star de SmackDown. Finn Balor, il est là ce soir, Raphaël, pas pour parler de Bray Wyatt, mais pour affronter celui qui a parlé de Bray Wyatt, LA Knight versus Finn Balor, des signature opponents, comme le dit Michael Cole, donc des adversaires signature phares, clés, qui ont croisé la route de Bray Wyatt. Un Finn Balor, le premier à être tombé entre les mains du Fiend. Souvenez-vous, hein, c'était le premier match du Fiend. Il affrontait Finn Balor qui était tout de blanc vêtu, et cette entrée complètement dingue, hein, du Fiend qui était devenu iconique comme beaucoup de choses qui sont nées de l'esprit créatif de Bray Wyatt. Et ce soir il affronte LA Knight, donc c'est effectivement, ce n'est pas du tout le main event qui était prévu, ça on n'en doute pas une seule seconde, mais ils ont réussi quand même à nous légitimer un match qui, ma foi, était effectivement plutôt bien vu, bien senti, hein, avec deux mecs en feu, en fait. Tu as raison de le dire. LA Knight, la méga star, comme tu l'as dit, et Finn Balor avec le Judgment Day, qui sont qui sont quasiment dans tous les main events, y compris maintenant ils viennent à SmackDown. Donc Finn Balor qui vient, un match très classique, qui va voir la victoire de LA Knight. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout avec le push du babyface, puisque Finn Balor ne va pas réussir à affronter LA Knight. Le Judgment Day ne sera pas à la rescousse de Finn Balor ce soir. C'est un homme contre un autre. Finn Balor, à un moment donné, est sur la troisième corde à la fin du match. LA Knight qui bondit tel un cabri, hein. J'adore cette prise. Alors autant LA Knight entre les cordes, ça tremblote, hein. Voilà, c'est pas un mec qui est sûr de lui. C'est très approximatif, mais il a de l'intensité. Et ce move là, il faut dire, je dois l'avouer, j'aime beaucoup. Il saute sur la troisième corde, il vient chercher Finn Balor, il lui place sa superplex, son BFT, son finisher, et ce sera suffisant. Pas d'overbooking ce soir. Finn Balor
On peut lui tirer notre chapeau. Il va se coucher clean face à LA Knight pour la victoire donc de la méga star. LA Knight donc qui célèbre sur scène et puis les lumières s'éteignent et de la même manière que cette introduction, hein, tu l'avais dit avec les 10 coups de cloche, c'était terminé sur cette image de la chaise du rocking chair, hein, de notre ami Bray Wyatt. Et voilà, le show après ce match, après ce main event se termine avec les lumières qui s'éteignent et la lanterne de Bray Wyatt qui reste seul au milieu du ring. Et c'est comme ça que le show va se terminer, mon bon Rafa. Oui, tout à fait. Écoute, ils sont allés jusqu'au bout, en dépit évidemment de, on va dire, la hiérarchie du vestiaire, hein, parce que Finn Balor, qui vient tout juste de sortir de ses grandes feuds contre Seth Rollins, il aurait dû passer au-dessus de LA Knight. Mais LA Knight, tu décris pas trop mal. C'est pas pour le moment, on sent pas le All-Star, 5 Stars dans les cordes, mais il a beaucoup d'envie et d'énergie. Moi, je trouve qu'à son mérite, il a un finisher qui est vraiment sympa à regarder. Ouais. Et ça, ça fait une carrière aussi ou pas. Hein. Donc c'est assez impactant, c'est assez visuel, c'est assez cool. Et voilà. Et puis il fallait donner au public quand même une bonne dose de pop. Donc c'était un bon choix. Enfin, en tout cas, c'est un choix probablement représentatif pour l'avenir aussi. Voilà, LA Knight sert un petit peu de taulier. Finn Balor fait très bien le taf. Et puis on pouvait difficilement finir autrement que par ça, je pense. La lanterne de Bray Wyatt, la musique et cette blanche fumée, cette brume qui nous enveloppe. Donc là, pour le coup, c'était un joli clin d'œil final et un beau moment. Un beau moment, effectivement, pour se rappeler, voilà, de Bray Wyatt iconique. Hein, voilà, tout le week-end, il y a eu pas mal d'hommages, même au-delà du monde du sport, que ce soit des chants, les entonnés, chantés dans les matchs de foot. J'ai également vu au stade de l'équipe de baseball des White Sox à Chicago, ils ont installé dans l'air, l'area du public, là, près des gradins. Tu avais un ring qui était mis et puis une chaise. Un rocking chair qui était mis, voilà. Donc il y a comme ça pas mal d'hommages qui ont eu lieu tout au long, qui ont émaillé ce week-end. Et donc un des hommages les plus forts évidemment, et c'était cet épisode de SmackDown et cette image finale qui nous rappelle effectivement toute cette imagerie, hein, qu'a réussi à créer Bray Wyatt en très peu de temps, hein, finalement. En une petite dizaine d'années là qui se sont écoulées depuis notamment la création de la Wyatt Family à NXT, et puis tous ces personnages complètement fous qu'a créé Bray Wyatt. Et le plus important évidemment, c'était celui derrière l'écran, le père de famille, l'ami qui nous a quittés. Et on va pouvoir du coup enchaîner avec le Monday Nitro. On est quelques jours plus tard, mais avant ça, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, j'en oublie les basiques. Cet épisode était tellement particulier. Est-ce qu'on peut donner des tops, des flops et des notes à un épisode ? Oui, en hommage. Voilà, nous aussi, on continue, le spectacle continue. Donc c'est l'heure du mot de la fin pour cet épisode de SmackDown, mon bon Rafa. Ah ouais, mais c'était un épisode très particulier, évidemment. Donc le jugement sera très particulier. En fait, j'ai presque envie de donner un flop symbolique à Windham Rotunda, à Bray Wyatt, de nous quitter si tôt. C'est pas sympa. C'est un sale coup. Tu nous plonges dans beaucoup de tristesse. Alors moi, c'était un catcheur sur lequel j'avais des avis qui étaient assez variables. Hein. J'adorais beaucoup cette Wyatt Family première itération. Hein. Moi, je trouve que malgré tout ce qu'il a pu faire par la suite, les trois hommes qui arrivaient là avec la lanterne et puis cette ambiance de Bayou Crado avec Luke Harper et Rowan et leurs t-shirts sales, et puis lui avec sa chemise hawaïenne et son rocking chair, moi c'était vraiment, je pense, ma période préférée quand il s'attaquait un petit peu à tout le monde. Je pense que le match de la Wyatt Family contre le Shield, ça c'était monstrueux lors d'un Elimination Chamber de mémoire, juste avant un WrestleMania, ou juste après, je sais plus. La folie, ce face-off était incroyable. C'était même simplement le fait de se regarder. Ouais. La foule avait complètement popé. Il avait les deux factions les plus hautes du moment, qui étaient deux factions. Ils étaient tous les deux heal, hein, en plus, je crois, encore à l'époque. C'était voilà.
iconiques une fois de plus, hein. Des grands moments, hein. Clairement iconique. Il y a eu beaucoup de choses face à Daniel Bryan notamment. Après, il y a eu des périodes où il nous a un peu plus lassé, je dirais, Bray Wyatt. Au bout d'un moment, on avait l'impression qu'il tournait un petit peu en rond. Je me souviens, moi j'ai vraiment un très très mauvais souvenir de son match contre Randy Orton à WrestleMania, là, celui avec les espèces de lombriques qui apparaissent sur le ring. Il y a eu pas mal de choses comme ça. La feud, tu en parlais, hein, mais la très longue feud contre Matt Hardy où il passait des rows entiers à juste rire face à face par vision interposée là. Bon, mais il y a eu du très bon. Enfin, dans la Firefly Funhouse, il y a eu des segments incroyables de drôlerie et de créativité. Donc on sait pas trop ce qu'il aurait pu on saura jamais sur quoi il allait partir. On a été un peu tous je pense circonspect par cette histoire là de Uncle Howdy, on savait pas trop où ça voulait aller, mais écoute, c'est comme ça. Mais ouais, allez, pour le symbole et parce que j'ai pas non plus envie de tirer sur le show, je vais mettre mon flop à Bray Wyatt qui avait encore du monde à ravir dans sa vie. Le top, pareil, je vais faire une pirouette, je pense, mais on va dire le top, c'est on va dire la solidarité du monde du catch qui nous rappelle que c'est une famille et que tous ces gens-là travaillent quasiment 24 heures sur 24, 365 jours par an, et c'est dans des moments comme ça qu'on se le rappelle. C'est une compagnie, c'est une troupe de théâtre, c'est un cirque, donc tout le monde se connaît. Et une note, écoute, là pour le coup, je vais rester assez on va dire que c'était un 3 sur 5 ce show en vrai. Si j'avais été dans le public, j'aurais évidemment eu une émotion spéciale dû à l'événement. J'aurais peut-être pas été convaincu par les quelques matchs que j'ai pu voir, mais t'aurais chanté toi aussi, il tient le monde en ses mains, quoi. Mais bien sûr, voilà. Donc c'était particulier d'être là, je pense. Écoute, flop, top. Je te rejoins. Voilà, ton flop et ton top, j'adore. Je donnerai la même chose. Je vais me concentrer du coup sur le show. Mon flop, je vais le donner à ce match tag team. Qui était vraiment un peu à côté de la plaque. Et puis mon top, je vais le donner cette promo de LA Knight que j'ai trouvé très naturelle et très très justifiée. Enfin, toi, ça tombait sous le sens. C'était amusant en fait de le voir que ces deux mecs se sont croisés. Finalement, c'est les deux seuls qui se sont vraiment croisés depuis le retour de Bray Wyatt avec cette nouvelle itération et l'oncle Audis. Et c'était la seule vraie rivalité qu'il ait eue. Et finalement, tu vois, voilà, Bray Wyatt, voilà, a disparu pour ne jamais revenir malheureusement. Mais et puis il y a eu cette éclosion c'est même plus voilà, c'est LA Knight qui est propulsé à l'avant de la scène, et je trouve ça beau en fait que presque pas sans faire exprès, mais presque, tu vois, que c'est ce match de mid-card, cette rivalité juste pour relancer un petit peu Bray Wyatt qui était sûrement promis à de plus grandes choses. On ne saura jamais, mais voilà, on se dit, voilà, c'est une petite feud pour se relancer, sans remettre le pied à l'étrier. Finalement, aujourd'hui, on se retrouve à regarder un SmackDown avec le babyface quasiment le plus over de la WWE à l'heure actuelle. En tout cas, la patate la plus chaude de la WWE. Je sais pas encore comment ils vont s'en sortir, mais en tout cas, le public mort à pleines dents dedans, qui se retrouve à faire cette promo, très très naturel et qui très habile et qui mélange le vrai et en même temps le storyline de Kayfabe. Donc j'ai trouvé ça très 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 bien joué, et ça m'a pas mal touché cette promo de LA Knight. J'ai trouvé évidemment dans le microcosme de cet épisode, dans le cadre de cet épisode de SmackDown évidemment. Donc je donne mon top, et puis ma note, je vais donner un 3 aussi parce qu'ils se sont bien tirés. Moi je trouve qu'effectivement c'était quand même un épisode classique, mais qui suffisait à lui-même et qui permettait de rappeler effectivement que le catch, comme tu l'as dit, c'est une grande famille, et que voilà, le spectacle doit continuer malgré tout. Et le spectacle continue à Raw, mon Brafa, puisque quelques jours plus tard, nous sommes le 28 août 2023 à Memphis, dans Tennessee. Tennessee, évidemment, terre du King. Qui était d'ailleurs n'est pas. J'ai fait une petite apparition hors caméra. Elvis, Jerry Lawler, non. Ah, pardon. On a le roi qu'on mérite malheureusement. Ah mince, oui. Moi j'aurais bien aimé que ce soit Elvis, mais non, on a l'autre. Et ce soir c'est Sami Zayn qui lui ouvre les festivités. Là on rentre directement dans le sujet, dans le cœur du sujet. Il affronte Damien Priest.
Voilà, un match de Judgment Day pour terminer un show, un autre pour commencer. Sami Zayn versus Damien Priest. Il aura fort à faire, le Canadien, seul ce soir, alors qu'il prépare à placer son finisher. C'est JD McDonough qui est là, donc le poteau de Finn Balor que Damien Priest n'apprécie pas beaucoup, mon bon Rafa, qui va aider Damien Priest malgré lui à remporter le match puisqu'il s'en prend au Canadien et c'est le chokeslam pour le compte de 3 sur Sami Zayn. McDonough veut célébrer cette victoire avec Damien Priest. Il dit regarde, je suis votre pote, on est poteau. Mais Priest il dit non, on n'est pas poteau. Il le pousse au sol, reste loin de mes affaires, reste loin de mon business. Il se barre. Damien Priest quitte le ring. Kevin Owens est là, il est apparu comme par magie et juste derrière JD et avec l'aide de Sami Zayn, ils vont tout simplement lui faire passer un sale quart d'heure, un gros hell of a kick pour plier l'histoire et rester sur une note positive avec nos deux Canadiens qui donc se réunissent et qui vont avoir un gros programme là, à l'approche de Payback, mon bon Rafa. Oui, tout à fait. On en parlera plus tard. Mais écoute, c'est un peu dommage. Là, on est sur des histoires d'ego dans le Judgment Day. Ils sont un peu cons là. Enfin, Damien Priest et tout là. Je sais pas pourquoi ils le veulent pas ce JD parce qu'il a l'air effectivement plutôt sympathique. Il fait tout pour les aider. C'est vraiment le bon mec qui veut montrer patte blanche et qui veut montrer toute sa bonne volonté pour intégrer la faction. Je pense, même si officiellement il nous dit qu'il est pas là pour ça, mais bon, on le croit pas trop. Puis quand même, mine de rien. Alors. Damien Priest est Money in the Bank winner, donc il est haut sur la carte, mais en solo par rapport à Sami Zayn, je pensais pas qu'il gagnerait cet affrontement. Donc il le fait et il est pas content. Il est un peu, il est pas plaît pas là. Damien Priest il fait de l'ego là, il fait du caca nerveux, il fait du caca boudin. Il devrait s'en réjouir au contraire de cette nouvelle acquisition, surtout qu'on sent que JD là, McDonough, il a tout à fait le profil pour être celui qui va prendre les balles, take de boulette pour ses copains et ça va bumper dans tous les sens avec son gabarit. Donc je le sens que là, celui-là, il va en prendre des helluva kicks et des stunners et des machins dans tous les sens. Mais bon, écoute, ça crée des tensions. Ça m'étonne, mais on sait que les catcheurs sont pas forcément très brillants en intelligence, donc c'est comme ça. En parlant de brillant, j'espère que tu as les dents qui brillent, mon bon Raphaël, puisque je viens de voir apparaître en direct, petite anecdote backstage. Visiblement, il y a quelqu'un du studio Catch-Up qui a un rendez-vous chez le dentiste à 11h40 aujourd'hui. Ah, c'est intéressant ça. Et qui s'est trompé, qui a mis son rendez-vous sur le calendrier de Catch-Up. Donc je viens de recevoir en direct une notification dentiste, rendez-vous à 11h40. Donc j'espère. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi ? Non. Très bien alors. Voilà. Ce n'est pas moi non plus. Donc voilà. C'est comme ça, Catch-Up, on prend soin. Prenez soin de vos dents, c'est important. Tant que vous en avez. Ouais. Pendant que vous en avez. Et je te rejoins, qu'est-ce qu'il nous fait, la Damien Priest ? Il fait du caca, il devrait peut-être aller chez le dentiste, lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a une dent contre JD McDonough, visiblement, ce Damien Priest. Et on ne sait pas pourquoi. Bah ouais, il est jaloux, c'est de la jalousie, on dirait. Ouais, c'est ce qu'il dit un petit peu plus tard. On les recroisera backstage, on y reviendra. Drew McIntyre est en train de regarder une jolie photo de lui. Ils s'aiment, Drew McIntyre, c'est ça les Écossais. Ils ont un ego très 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 développé. Il y a Tozawa qui est là, Tozawa qui est le nouveau R-Truth. Oui, merci. Ouais. Il est le nouveau R-Truth, tout simplement. Ça lui va très bien. Et la photo, en fait, c'est une photo de Drew McIntyre en slip vert, bro, avec écrit bro dessus. Et c'est Matt Riddle qui lui a fait ce petit photomontage. Il a préparé un gear. Il faut avoir le matching gear, donc avoir ton costume qui va de pair avec justement ton partenaire, puisqu'ils sont plus ou moins en équipe en ce moment, le bro et l'Écossais. McIntyre, ça n'a pas l'air trop de lui convenir. Il dit écoute, ce soir, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le match des Viking Raiders, puisque comme ça, c'est nos adversaires. Pour la prochaine fois, on va pouvoir les analyser et tout. Alors bon, l'Écossais, il est pas trop d'accord, ça le botte pas plus que ça. On retrouve ce beau monde un petit peu plus tard. Je fais la transition directe, on saute avec le New Day qui affronte justement les Viking Raiders. Rafa, un match solide entre les deux équipes. On a notamment sur la fin Ivar qui va balancer Kofi sur McIntyre et Riddle qui étaient donc venus ringside pour observer le match. Avec McIntyre qui retrouve son vieux poteau. Au commentaire donc notre ami Wade Barrett, donc ça c'était plutôt sympathique et donc ce beau monde qui se retrouve
plus ou moins impliqué dans les affaires de ce match tag team ce soir. McIntyre est furieux, il n'est pas content, il veut lancer sa chaise sur Eric, mais en fait, la chaise elle atterrit sur Xavier Woods. Alors, Xavier Woods qui, du coup, on se demande s'il a pas fait exprès quand même, parce que franchement, il l'a quand même bien visé. Hein. Je sais pas si tu dis, mais on a vraiment pas l'impression qu'il voulait lancer sur Eric, mais plus sur le membre du New Day. Et donc, les Viking Raiders qui en profitent. Le gros saut, le suicide dive sur McIntyre, Eric qui fait le tag et la powerbomb à 2 sur Kofi pour la victoire. Après le match, McIntyre se sent tout con et il va s'excuser un petit peu plus tard auprès du New Day pour cette petite erreur. Ils vont prendre des nouvelles de Kofi Kingston auprès de Kofi Kingston, de Xavier Woods. Il dit, écoute, ça devrait aller. L'autre il dit, je suis désolé, t'inquiète pas, je sais que c'était pas volontaire. Woods s'inquiète, il le sait aussi. Dit la semaine prochaine, on s'occupe des Viking Raiders. Je vais aller voir Adam Pearce et je vais booker ce petit match de tag team. On est toujours, vous en avez parlé la semaine dernière, on est toujours, on sait pas trop là avec le New Day, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on devrait pousser le potard un peu à fond et créer de la tension vraiment entre le New Day et McIntyre et Matt Riddle? En tout cas, il se passe beaucoup de choses et ça, j'ai beaucoup aimé ces avancées. C'est assez étonnant le positionnement des Viking Riders parce qu'ils sont. J'ai envie de dire que je les trouve low cardeur en fait, en plus avec Valhalla là, aux abords du ring et ces trucs un peu ridicules. Mais ça reste, je trouve, de très bons athlètes et que ce soit Eric et Ivar, d'ailleurs, ils ont eu des championnats tag team déjà et des main events dans des époques où ils étaient dans une gimmick un petit peu moins forcée, un petit peu moins caricaturale. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa. On ressemble beaucoup, je l'avais déjà dit la semaine dernière, l'histoire de Riddle et de Drew énormément à l'histoire d'entre Riddle et Orton, même si on va dire Drew est un petit peu plus compatissant et un petit peu plus disposé à faire des efforts que Orton au tout début. Mais voilà, on retrouve le Riddle rigolo, je trouve, qui essaye d'aller chercher des poteaux partout. Le New Day, ça reprend doucement. Kofi Kingston, je sais pas, moi je trouve physiquement, il est vieux quoi. Je trouve, il a le corps, ça sent qu'il est fatigué. Il a la poitrine toute défaite de tous les atémies qu'il a pu prendre là. Donc je pense que Kofi va être en gentil fin de carrière. Xavier Woods, il est plutôt au top. Xavier Woods, il est affûté. C'était assez sympa toutes ces confrontations. En plus, on évite le coup un peu trop classique à la WWE de je te donne un coup sans faire exprès et puis t'es super vénère, hop là façon les Usos l'ont déjà fait ou autre. Ouais, c'est accidentel. Ils en ont même fait des tonnes là-dessus. Oui, on sait, désolé. Oui, on te connaît, on a bien compris. C'est pas ton genre tout ça. Oh, ça va exploser. Mais il y a encore plein de choses à faire entre ces trois factions. Avec d'abord une histoire des Vikings à régler. Drew McIntyre prend ça comme une affaire personnelle et ça va déjà donner, je pense, un gros affrontement la semaine prochaine. J'ai hâte de voir. Et puis on a une scène tag team qui va émerger grandissante de tout ça, puisque derrière, il y a des champions qui sont dans les parages aussi. Et je pense qu'on est en train de se préparer, de se positionner, là, d'affûter les couteaux. Et pourquoi pas, moi je redis encore, puisque j'ai encore le micro cette semaine, quelle chance, je redis encore toute l'envie que j'ai de voir Drew de plus en plus à l'action, il a l'air chaud patate, donc que ça soit en tag team, pourquoi pas, on peut y aller, ouais. Justement, tu parles de tag team, de champions, ils vont défendre leur titre, puisqu'un petit peu plus tard, je fais des sauts dans le temps, mais tant qu'on y est, on y reste. Sami Zayn et Kevin Owens, ça discute. C'est toujours la même chose avec le jugement D toutes les semaines. JD qui fout le bordel, le jugement D qui fout le bordel, c'est ça. C'est ça qui fout le bordel. JD là, avec son nom là, qui sont les initiales de la faction, n'importe quoi. Du coup, un match est booké à Payback. Un match est booké à Payback. Enfin, j'allais dire, j'ose dire, Sami Zayn et Kevin Owens vont défendre leur titre face au Judgment Day. Tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ce match-là aurait dû avoir lieu déjà il y a des mois et des mois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des petites blessures à gauche, à droite, et puis des fois le booking, ça veut quand ça veut pas, ça veut pas. Et Kevin Owens, lui, il rajoute des règles. Alors, ce sera pas un Terry Funk hardcore match, mais presque, puisque avec Adam Pearce, ils ont discuté, et ce week-end, les Canadiens affrontent les membres du Judgment Day, Damian Priest et Finn Balor, pour un Steel City Street Fight. Steel City, on est à Pittsburgh évidemment. Aucune règle, tout sera permis, mon bon Rafa. Ça va enfin se mettre sur la tronche et les Canadiens vont enfin défendre leur titre et le perdre. Allez. Ouais. Et le perdre. Non, alors, peut-être pas tout de suite, mais il va falloir y aller à un moment donné quand même.
Je pense que je raisonne pas comme un membre de la WWE, et alors surtout pas comme Kevin Owens, mais alors moi, quand on me dit ouais, on en a marre que vous soyez en surnombre, ouais, on va être dans la Steel City, la ville de l'acier, je me suis dit, eh ben, Steel Cage Match, ils vont se mettre en cage et ils vont dire comme ça, personne pourra Mhm. intervenir. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben non, ça va être un putain de street fight. Ah, mais t'as C'est-à-dire, un esprit trop logique, trop voilà, cartésien. ouais, c'est-à-dire que là, ils ont choisi la stipulation où au contraire, tous les autres vont pouvoir se rabouler. Dominique Mysterio, Rhea Ripley, JD vont pouvoir tous leur mettre des grands coups dans les parties intimes et personne ne pourra rien dire. Alors ils sont bien malins, mais enfin j'espère qu'ils ont une corde à leur arc, qu'ils ont un Cody Rhodes ou un je ne sais pas quoi qui viendra les aider, mais sinon ils sont quand même cons au Canada, putain. Ah Alors déjà, c'est des Canadiens, hein. Pardon pour les Canadiens. Et en plus, c'est des babyface. Alors, on sait que les Ouais, voilà. babyface, qu'ils doivent choisir leur stipulation, Ouais. hein, c'est pas les plus malins en général. C'est souvent, il faut l'intervention d'un, d'un general manager qui est parfois un peu plus au fait de ce qui se passe quand on choisit une stipulation pour que vraiment on ait une stipulation qui soit logique. Là, effectivement, Steel City, Steel Cage Match, pardon, tu as raison, ça tombait sous le sens, mais bon, les Canadiens, ils ont peut-être abusé un petit peu du sirop d'érable, et là, du coup, voilà, c'est la bagarre. Ils veulent la bagarre, Kevin Owens, ils s'en foutent de la cage, donc ce sera pas de règles, tout sera permis pour ce week-end, et ça va faire du bien. Moi, je suis content. Ça va faire du bien hein, de voir les Canadiens défendre leur titre dans un pay-per-view. Ah oui, ça va être un chouette match, je pense. Là, franchement, franchement, on en avait besoin. Allez, petit retour en arrière, puisque la musique de L.A. Knight hier débute, mais c'est le Miz qui débarque. Et oui, on s'est fait avoir, et pas mal de gens dans le public se sont fait avoir, puisque les applaudissements ont duré un petit bout de temps avant qu'on se rende compte de l'arnaque. Le roi de la parodie, le Miz, il aime se grimer en autre catcheur, le Miz. Je pense qu'il en a fait au moins une quinzaine de parodies de ses adversaires. Il arrive sur le ring et il va nous balancer une pléthore, voilà, une bouillie de hier. Il prend sa grosse voix, de la même manière que LA Knight avait pris sa petite voix pour se moquer de lui. Voilà, il faut mériter les applaudissements des fans. Hier, voilà, il balance quelques cartouches à LA Knight. Il a ramené un sac avec des t-shirts de LA Knight gratuits. Qui veut un t-shirt? Qui veut un t-shirt? Tout le monde dit yeah. Give me a hell yeah. Il commence à s'embrouiller, à tout mélanger pour se moquer des fans, se moquer de LA Knight. Il retire son costume. Il nous dit qu'on est pathétique d'applaudir pour tout et n'importe quoi. N'importe qui pour être LA Knight. C'est trop facile. Il suffit du catchphrase. Mais lui, quand il fait des catchphrases, le Miz, elles sont géniales. C'est la réalité. Et ouais. Et la réalité, c'est que les Knight, il va perdre ce soir avec la fête, enfin, ce week-end, pardon, puisqu'ils vont s'affronter à Payback quand même, mine de rien. Et que la fête sera terminée. On applaudit pour avoir des t-shirts gratuits. Voilà, dans un monde consumériste, hein, mon bon Rafa, tout simplement, des catchphrases et des t-shirts gratuits. C'est donc ça, les fans de catch. Bon Rafa, hein, puisque dimanche, ce sera le Miz, le jour du Miz, ce sera le Ouais, ouais. M-I-Z, yeah! Est-ce qu'on est des consuméristes? Est-ce que la fan de catch, c'est tout simplement quelqu'un qui veut des t-shirts gratuits et des catchphrases? Ah bah vu le prix des t-shirts, hein, on l'a on l'a on l'a vu à Money in the Bank en live, nous y étions. Ouais. Et puis bah ils avaient plus de produits, alors il faudrait quand même un petit peu non des t-shirts gratuits. Moi j'aurais pris. Hein. J'ai trouvé il est hyper à l'aise là-dedans, le Miz, comme tu l'as dit. Ça m'a Ah rappelé les ouais. grandes heures où avec Maryse, ils nous Oh là avaient là. fait des parodies de John Cena incroyables. C'était très très drôle. Franchement, moi j'adhère complètement. Je trouve ça hyper bien. En plus, il pousse le détail bien hein, et je trouve qu'il limite bien. Hein, bon, Ouais. peut-être pas très difficile à imiter, les Knights, yeah. Mais sa promo d'imitation était hyper drôle, je trouve. Et puis bah tout l'anglais super bien choisi. Moi, j'adhère complètement à cette feud. C'est vraiment voilà le Miz qui nous fait la crise de jalousie de voir quelqu'un débarquer un peu dans le même style que lui. La petite crise d'ego parce que lui, quand il est arrivé, personne n'en voulait. Et puis là, il est Knight, tout le monde l'adore. Et puis bah tout ce qu'il dit, voilà, c'est une espèce d'effet miroir. Ouais, il fait des catchphrases, ouais, il fait de la cheap. Et puis bah voilà, c'est exactement ce que fait le Miz depuis toute sa carrière. Ils ont Mhm. des profils très similaires, donc moi j'adhère beaucoup à cette feud et j'ai hâte de voir le match. Je pense que le Miz nous a montré durant toute sa carrière il savait briller et être champion, mais il savait énormément perdre et mettre en valeur ses adversaires, donc ça va être Oh plutôt oui. stylé.
Et puis, bah, mine de rien, je spoil la suite, mais coup de chapeau à la WWE qui assume cette frustration et on n'aura même pas LA Knight qui vient faire sa vraie pop. Hein. On aura eu juste une pop décevante ce soir avec cette musique qui retentit, la foule qui marche et puis finalement, eh ben non, c'est le Miz. Donc c'est courageux parce que sinon, il y en a qui auraient pu brûler des sièges, je pense. Ouais, Et et pas des ben, cierges. je suis complètement d'accord avec toi. Je serais même tenté de dire que ça fait du bien parce que je trouve que justement la WWE est devenue frileuse sur ce point. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un heel vient faire ce genre de promo, de provocation, paf, le babyface arrive pour couper court. On a beaucoup de promos qui sont coupés. On Ouais, va jamais jusqu'au bout. On génère jamais la frustration et la colère pour la semaine, toi. Là, maintenant, on est en colère, on est frustré et la semaine prochaine, on a envie que Elena vienne pour botter. Enfin, en l'occurrence, ce sera ce week-end pour venir botter les fesses du Miz. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est vrai que ces derniers mois, c'est même ces dernières années, la WWE avait un peu trop tendance à tirer ses deux coups le même soir, en fait. Toi, de pas faire un coup le heel qui vient vraiment nous ouais. gâcher la soirée, quoi. Et le babyface n'est pas absolument là pour arriver et casser et repartir avec sa pop. Donc je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé ça très bien que Lenak ne soit pas là ce soir. Ça a vraiment donné toute la place aux Miz, très à l'aise dans l'exercice, et on en ressort de cette promo agacé, et on a envie de voir LA Knight botter le cul aux Miz ce week-end. On Pardon, oui, continue. excuse. On Non, non, continue. non, pas de Tout à problème. fait. On continue. Ouais. On peut continuer un petit peu plus tard, Mm. puisqu'on a le jeu de Monday qui est en grabuge, Je disais, voilà, ils auront leur match la semaine prochaine, mais avant ça, on avait une petite promo, enfin une petite altercation backstage, une petite discussion en famille avec Finn Balor et Damien Priest qui se prennent la tête, encore sur cette histoire de McDonough. Et Balor dit, voilà, t'aurais perdu s'il avait pas été là. Dit l'autre qui s'occupe de ses affaires. Et Mamie, donc Rhea Ripley, qui intervient. Il dit, on se calme les enfants, calmez-vous. Elle est presque là à leur mettre des claques pour des baffes pour les arrêter, quoi. On commence voilà. On est les patrons ici. Donc, ce dimanche, ce week-end, c'est plutôt samedi d'ailleurs. Ce week-end, on va régler nos affaires, nos histoires. Le Judgment peut fonctionner ensemble et sans problème. Et de facto, on a eu donc ce match qui a été booké par validé par Adam Pearce avec cette stipulation dévoilée par Kevin Owens. Rhea Ripley, la patronne. Hein. Oula, attention, la matriarche. Quoi. Ouais, complètement. La maîtresse d'école, là, effectivement, on aurait dit qu'elle allait poum poum aller au coin. Bon, on est dans le Go Home Show, donc on va arriver très très vite à ce match-là. Mais tant mieux parce que je trouve que c'est un tout petit peu. On l'a déjà vu la semaine dernière, ça, je trouverais un replay qui les engueule et qui leur dit de handle leur business. Et puis, finalement, on se souvient la semaine dernière, il fallait choisir 2 membres du Judgment Day pour être tag team contre les champions. Et puis, c'est elle à la fin qui a choisi. Et là, on retrouve un petit peu ce même truc. Bon, les gars, faites votre truc, sinon. Mais elle est passée un cran au-dessus, hein, et elle a dit quand même que s'il y avait échec à Payback, il y aura des conséquences, il y aura des changements. Donc c'est elle, la patronne. Ouais. Après, elle a son petit côté, voilà, un peu égoïste aussi, où elle nous dit, mais moi j'ai mes trucs aussi, j'ai Raquel Rodriguez, tout ça. Bon bah, Oui. elle a ses problèmes à gérer, c'est sûr. Hein. Il y a que Dominique qui est dans le coin et que tout le monde, personne dérange trop. Mais bon bah, moi je la trouve toujours aussi brillante et pertinente, Rhea. Certains pourraient dire qu'elle défend pas assez son titre. Moi je trouve qu'il y a une espèce de côté, comment dire, comme s'il y avait une coquille en fait autour d'elle. Elle est presque protégée. Faut vraiment le vouloir pour aller chercher son match en fait. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Mais elle se positionne, oui, comme peut-être pas la leader du groupe, mais en tout cas la voix, celle qui décide, quoi, celle qui tranche. Justement, on retrouve un Rhea Ripley, Dominique Mysterio, comme tu le dis, ils ont elle a des affaires à gérer. Elle a cette histoire de Raquel Rodriguez qui commence à l'agacer. Donc ça se moque. J'ai adoré ce passage où il se moque du fait qu'elle est blessée. T'as Dominique Mysterio qui retrouve son rôle vraiment de petit con, qui mime comme ça la jambe qui boite, la pauvre Raquel Rodriguez à Payback. Jamais Raquel Rodriguez ne va la battre. Son palmarès, il parle tout seul. Raquel Rodriguez, ses accomplissements, c'est pas grand chose. Elle est grande, elle est forte. Voilà, c'est ça, les accomplissements de Raquel Rodriguez. Mais elle n'est pas Rhea Bloody Ripley. Et la musique de Raquel qui débarque, elle arrive pour en découdre avec la championne. Raquel qui sort Rhea Ripley
avec un follow-away slam. Dominique qui intervient pour distraire. Rhea Ripley qui arrive, elle veut placer son finisher, mais Raquel, elle est grande justement, elle est forte. Et voilà, ça fait écho avec juste ce qu'il vient de dire, donc c'est plutôt bien ficelé. Elle l'empêche de placer son Riptide. Au contraire, elle lui place une grosse clothesline et Rhea Ripley, donc, qui bat en retraite avec Dominique Mysterio. Le match aura lieu à Payback. Rhea Ripley va enfin défendre son titre au bonheur, au plaisir de ceux qui, justement, comme tu dis, lui reprochent de ne pas défendre son titre. Mais Rhea Ripley, c'est pas n'importe qui. Elle est, comme elle le dit, Rhea Bloody Ripley, tout simplement. Et puis voilà, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, elles ont un passif. Je sais pas si on aura droit à une petite promo vidéo, un petit package vidéo avant le match. Ce serait pas mal, ou peut-être pour plus tard, si la rivalité doit continuer. Mais en tout cas, c'est enfin un premier gros morceau pour la championne, avec Raquel Rodriguez. Ah oui, moi je ne cache pas ma joie, je suis très très enthousiaste à l'idée de voir ça. Alors, enfin, peut-être là je m'emballe un petit peu, on va pas placer la barre trop haut. Raquel Rodriguez, elle est débutante et elle a des lacunes, elle a des défauts. Mais voilà, là je trouve qu'ils ont totalement réussi leur segment, hein. Comme tu l'as dit, le coup de boule de Rhea Ripley qui lui permet de reprendre l'avantage, le Riptide qui est raté, la projection de l'autre côté du ring, et puis hop, finalement elle décide de rouler à l'extérieur. Enfin, voilà, on a deux grands gabarits, là, deux grandes costauds. C'est crédible, c'est le premier adversaire, oui, pour Rhea Ripley, hein. On a les Zelina Vega, les Liv Morgan, ça on n'en veut plus, mais enfin on n'en veut pas, mais là on a quelque chose qui va, je pense, voilà, contribuer vraiment à lancer, à faire que ce règne ait de la carrure, comme on dit. Donc, j'ai trouvé ça vraiment réussi, ce segment, et Raquel, j'ai l'impression que ça marche pas trop mal, hein, avec le public. Quand sa musique se lance, on a un certain enthousiasme à la voir et on a envie de les voir se mettre sur la gueule. Donc là, ça a été booké rapide, hein, cette FUD et cette affiche à Payback. Ça s'est fait en 2-3 semaines, mais c'est efficace. Ça marche bien, je trouve. Ouais, je pense que Raquel Rodriguez, là, elle a une carte à tirer, à jouer. Effectivement, dans sa tag team avec Liv Morgan, elle était très transparente. On voyait pas du tout quelle était sa personnalité. Là, je pense que entre les cordes, elle va pouvoir montrer de quel bois elle se chauffe et, comme tu l'as dit, gagner le cœur des fans face à Rhea Ripley. Ce qui va pas être facile, hein, parce que les fans aiment Rhea Ripley. Ils aiment leur maman. Les fans C'est normal. Bah oui, tout le monde aime sa maman. Même Gunther, il aime sa maman, mais il le dira pas ce soir. Ring General va nous dire autre chose. Il va dire qu'il entre dans l'histoire la semaine dernière. Il est entré dans l'histoire, il est le seul... Enfin, Chad Gable, pardon. Les deux hommes entrent dans l'histoire, Raphaël. Les deux hommes entrent dans l'histoire. Chad Gable a battu Gunther, qui était invincible depuis plus de 500 jours, invaincu depuis son arrivée dans le main roster. Hein, un décompte à l'extérieur, mais une défaite quand même, mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Techniquement, il a gagné, mais la réalité, il n'a rien gagné. Il est toujours le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Et Chad Gable a réussi une seule chose. Il a réussi quelque chose quand même, Rafa. C'est de le frustrer, de l'agacer. Il nous l'a énervé, notre Autrichien préféré des Allemands. Et Chad Gable, maintenant, il a toute l'attention du ring général. Et ce qui n'est pas forcément une bonne chose, Raphaël, hein, d'avoir l'attention du ring général. Et si tu te places, en l'occurrence, si Chad Gable se place entre Gunther et ce fameux héritage, cette legacy qu'il veut construire en battant tous les records, eh bien, la semaine prochaine, il y aura un match à Raw. Alors, j'étais un petit peu déçu. Moi, je me dis, pourquoi pas à Payback? Bah oui. Oui, je ne comprends pas, là. Tu nous diras pourquoi. Gable va perdre de toute façon, donc à quoi ça sert? Et ce soir, il affrontera Ludwig Kaiser, Chad Gable qui débarque avec sa musique. Il aimerait bien lancer un gros chouche, mais il va pas le faire ce soir parce que Gunther, il a dit la vérité en fait ce soir. Eh ouais, il l'a battu. Et donc la semaine prochaine, si la semaine dernière, la dernière fois il l'a battu en 10 secondes, la semaine prochaine, ce sera en 3 secondes. 1, 2, 3, et il prendra le titre. Et en attendant, il va affronter Ludwig Kaiser ce soir. Ludwig Kaiser dans un match très très long. Ce soir, les matchs seront très très longs. Old school Triple H, qui en a agacé plus d'un. Je sais ici, dans les studios de catch-up, un match techniquement impeccable. Voilà, un match aux petits oignons avec des hauts faits de Chad Gable assez incroyables, des souplesses en veux-tu en voilà, mais aussi de la part de Ludwig Kaiser, hein, qui est aussi à l'aise dans le ring que son opposant. À la fin, la German souplesse sur Kaiser, mais Giovanni Vinci qui vient interrompre le match. Alors, on a eu un match de 15-20 minutes, mais en plus, ça s'est terminé par une disqualification. Après le combat, Otis qui débarque pour se débarrasser de Giovanni Vinci.
et Ludwig Kaiser se relève. Tous les deux, ils balancent notre ami Otis à l'extérieur du ring et qui revient? Eh bien, des ring général et les 3 hommes passent à tabac le pauvre Chad Gable qui aura fort à faire la semaine prochaine et non pas ce week-end. Mais quelle erreur, mon bon Raphaël. Pourquoi ne pas avoir booké ce match à Payback? Je ne comprends pas. Quelle erreur, sauf si il l'assume à Raw, puisque Gunther, il est lors de ce show à Memphis, Tennessee, il est à 11 jours du record intercontinental. Ça veut dire que si on se projette une semaine plus tard, il sera en gros à 4-5 jours du record. Donc ce sera vraiment le dernier shot. Donc on peut se dire qu'il faudrait mettre l'emphase en fait. Il faudrait le main event. S'ils ont le main event de Raw, je le conçois. Oh oui. Mais j'ai peur qu'ils aient l'intercontinental segment, c'est-à-dire ce moment-là en milieu de show, et ça serait un petit peu dommage. Mais j'aimerais qu'ils nous fassent douter, qu'ils nous fassent un main event, donc on pourrait se dire peut-être en main event c'est possible, et qu'on ait un match de folie. À part ça, c'est vrai que sinon ça aurait eu sa belle place à Payback, peut-être. J'espère que c'est ça l'idée, c'est que ça soit vraiment l'événement du show rouge de la semaine prochaine. En tout cas, oui, alors. Les matchs sont longs ce soir, c'est le plus long match de la soirée. Pour te donner une idée, par exemple, le tag team match des Viking Riders contre le New Day, c'était 17 minutes 9. Et là, nous avons eu pour 18 minutes 20 de catch. Très long quand même. Je pense qu'on aurait pu se gagner sur ces 3-4 premiers matchs là, on aurait pu se gagner 2-3 minutes à chaque match et ça nous offrait un nouveau segment pour je ne sais pas qui, mais ça nous offrait un segment en plus. Techniquement, effectivement impeccable. Moi, j'aime beaucoup Chad Gable dans cette période-là, tout en babyface. Ludwig Kaiser est aussi un très très bon individu. Il est athlétiquement, il est parfait. Voilà, il a un corps de rêve. Et je trouve que dans les mimiques faciales, dans les expressions, il se lâche de plus en plus. Il devient vraiment bon. Mais comme tu l'as dit, ça n'a pas raconté finalement plus de choses que ça. Ce match, il n'y a pas eu de mésentente avec Maxine Dupree, par exemple. Ça aurait pu être quelque chose. Gunther, il est parti très vite. Il est juste revenu à la fin pour féliciter. Il s'est un petit peu énervé pour pouvoir passer sa powerbomb sur Chad Gable, mais on a oublié qu'il y avait eu des petites tensions avec Giovanni Vinci. Donc finalement, le truc, c'est que ça nous... Chad Gable, il est fort. Il fait jeu égal contre Ludwig Kaiser, mais Ludwig Kaiser, ça reste qu'un sous-fifre. Et puis à la fin, il y a Gunther qui arrive et qui détruit tout le monde. Donc on va dire que pour nous donner espoir que Gable puisse battre Gunther, c'est pas ce soir, c'est pas vraiment le choix qu'on a voulu nous raconter. Et c'est un peu dommage parce que c'est ça qu'on aurait dû plutôt nous mettre en avant, je trouve. 18 minutes 20 contre le sous-fifre qui est pas un catcheur en solo. C'est pas ça qui va nous rendre le poulain crédible, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, pour moi, il y a une erreur de booking terrible là, de pas avoir donné la victoire à Chad Gable. Là, il fallait donner la victoire de Chad Gable sur Ludwig Kaiser. Dans un match, tu as enlevé 5 minutes. Le même match, mais avec 5 minutes de moins. Et puis, avec peut-être un petit poil plus de storytelling, comme tu l'as dit, peut-être des choses avec Maxine Dupree, qui était, avec Ludwig Kaiser, qui était un petit peu, un petit peu agacé par le comportement de Ludwig Kaiser. Et puis surtout, le victoire de Chad Gable, qui après, effectivement, se fait tabasser par tout Imperium pour montrer que Chad Gable peut aller chercher notre ami Gunther, mais là s'il arrive même pas à battre Ludwig Kaiser ce soir, alors certes il y a une disqualification, mais quand même, toi, c'est-à-dire qu'il bat, même non seulement la fin du match est mal bookée, mais le match en lui-même, puisque juste avant il nous dit qu'il va battre Gunther en 3 secondes, et là au bout de 18 minutes il a toujours pas battu Ludwig Kaiser. Il s'emballe. Bah oui. Moi, j'ai dit, non, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il y a de Chad? Qu'est-ce qu'il se raconte, le Chad? Donc, effectivement, c'était, certes un bon match, mais pas la bonne histoire. Pas la bonne histoire qui était racontée. Maintenant, pas de souci. Chad Gable, méga over auprès du public. Si lundi, ils vont nous offrir un match complètement ouf, on va probablement peut-être y croire 1 ou 2 fois. Je doute que Chad Gable fasse tomber notre ami Gunther à quelques jours du record connaissant Triple H, mais en tout cas c'est quand même c'est un bon programme pour les 2 hommes. Seth Rollins vient sur le ring. Yowie Wowie, nous dit-il, il hurle. As-tu remarqué Yes. un peu sur la ceinture le titre de Seth Rollins?
Ah non, je n'ai pas remarqué. Moi, j'ai remarqué qu'il avait son brassard et qu'il avait dit yo oui, 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 mais je n'ai pas vu qu'il y avait un détail Findesk, peut-être? Exactement, il a sur les Ouais. fameuses side plates, des plaques qui sont mises sur le côté qui sert à customiser le championnat, la ceinture des champions. Il y a d'un côté évidemment le Seth Rollins et de l'autre il y a le symbole du Fiend qui était posé sur le coin sur une des side plates décoratives du titre de Seth Rollins. Longue semaine, hein. Longue semaine, donc il va la faire courte et rapide. Samedi, il va donner à Shinsuke Nakamura ce que le japonais désire, ce qu'il veut. Et pourquoi pas ce soir d'ailleurs. Donc Nakamura, hein, si tu veux, hop, viens me parler. Si tu as des choses à me dire, viens me parler en personne. J'attends, personne n'arrive. Écoute, s'il reste une chose à faire, s'il veut pas venir, peut-être aller prendre un verre hein, dans la rue, chanter. On est à Memphis, on va faire la fête à mon bon Rafa. Et pourquoi pas aller dans les rues de Memphis. Ouais. euh, ah oui, hein, qui sont canaillés un petit peu sur un air de blues, hein, un air de rock. Les fans commencent à chanter. Et puis Nakamura apparaît sur le Titantron, une vidéo package. Il est, il est en kimono. Il est en Ouais. kimono, Nakamura. Donc il aurait pu être en surfeur, mais non, il est en kimono. Et voilà, Nakamura, choisissez votre Nakimono, comme on dit sur le Discord. C'est la raison pourquoi Rollins ne sera plus capable de marcher avec sa fille. Il va être la raison pourquoi cette Rollins ne pourra pas accompagner sa fille à son mariage. Il va le briser. Il va le briser. Pourquoi sa femme devra le lever, de sortir du lit. Il va briser cette Rollins, son dos, sa carrière, sa vie, son futur. Pas d'honneur, pas de futur pour le champion, nous dit Nakamura. Et Rollins dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une vidéo? Une vidéo du légendaire Nakamura? Non mais n'importe quoi. Lui qui était à l'affiche, qui a main eventé le Tokyo Dome, qui a mis le feu à NXT, c'est lui, c'est ce Nakamura-là qui veut. Donc, dos cassé ou pas, Seth Rollins, il va botter le cul à Nakamura. Et il pourra chanter sa chanson. Et puis Nakamura débarque. Nakamura attaque Seth Rollins dans le dos. Et il lui brise les vertèbres, il lui brise les lombaires, même si les vertèbres sont déjà brisées. De toute façon, c'est ce qu'il nous a dit. Et il l'envoie donc le champion au tapis. Mon bon Rafa. Ouais, bah là, on trouve une intensité qui est assez folle, je trouve, pour quelque chose qui a démarré il y a 2 semaines. Euh, Des fois, Bah ça écoute, dure, ça dure, ça ouais, dure. Mais alors là, 2 semaines, c'est plié, quoi. ouais, non, non, mais moi je suis plutôt séduit. Bon, voilà, Nakamura déjà, il essaye plus de parler en anglais, il parle en japonais. Alors certains diront que voilà, quand il parle étranger, ça a des relents un petit peu racistes. Moi, je trouve surtout que bah ça le rend juste, bah voilà, hyper beaucoup plus à l'aise et de toute façon, on s'en fout, c'est sous-titré, donc on sait ce qu'il raconte. Il peut se lâcher, il peut dire tout ce qu'il veut. Et puis bah voilà, bon bah ça reste du catch, hein, c'est un petit peu sorti du chapeau. On a appuyé sur le bouton heal on et puis maintenant il est très très méchant. Mais voilà, il tape fort, il tape fort sur ses mots, il tape fort physiquement. Il a ciblé le dos de Seth Rollins, qui était, j'ai trouvé très beau hein, ce lundi là, des cheveux magnifiques, une très belle tenue. Je pense qu'il voilà, il veut se rassurer, nous montrer qu'il est le champion, qu'il est le taulier, mais il y a un petit peu de doute, je pense, pour Seth Rollins là, qui sort d'une grosse feud contre Finn Balor, mais là qui se retrouve un adversaire encore peut-être plus sournois et vicieux, et puis un peu inattendu parce que ce Nakamura là, on l'avait pas trop vu. Voilà, on a cité des références au Japon et au catch du Japon, donc bah écoute, est-ce qu'on peut se rêver d'un Nakamura mode japonais Tokyo Dome sur le ring entre les cordes? Je ne sais pas, on n'a plus beaucoup d'espoir en Nakamura, mais pour ma part, en tout cas, je vais regarder ce match avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et ils nous auront trouvé un challenger un peu comme ça, vite fait, en 2-3 semaines, qui est tout à fait crédible et qui va fort dans sa volonté, en tout cas, de gagner. On peut pas dire que ce soit le mec classique qui vient et qui dit voilà, bon, je veux un match, ok, d'accord. Là, il y va fort. Hein. Ouais, il va fort, effectivement, ce Nakamura. C'est le Nakamura qu'on veut, nous. Voilà, il dit Seth Rollins qui veut le vrai Nakamura. Bah voilà, c'est celui qu'on veut. Vicieux, vicieux avec ses coups de genoux dans la colonne vertébrale. Et puis ses probos tout en japonais. Bon alors, visiblement le kimono n'a pas convaincu notre ami Ringside sur le Discord, mais bon, il y a quand même de l'intensité, toujours. C'est vrai que le kimono on n'a pas très bien compris, mais bon, pourquoi Ah, pas. écoute, les tenues vestimentaires de Ringside ne sont pas non plus des Oui, références. allons, ouais, ça commence à Voilà, s'attaquer au garde-robe de chacun. voilà, c'est pas Déjà, gentil, Ringside. déjà qu'il aille à son rendez-vous chez le dentiste, et puis on en Voilà, reparlera. s'il te plaît, Ringside. Soit. Bon, des matchs longs, en veux-tu, en voilà. En voici un autre. Ouh là 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 là, j'espère que t'avais le temps. J'espère que t'as fait des choses pendant ce temps-là. Tommaso Ciampa versus Bronson Reed. Eh ouais. Sauf que le match, déjà, ça commence mal, puisque Bronson Reed attaque
Tommaso Ciampa dans le dos, décidément. Hein. Il y a un thème ce soir. Et puis les deux hommes finissent par retourner sur le ring. Alors tu nous diras la durée du match, mais moi ça m'a paru une éternité. Le running knee de Ciampa sur Bronson Reed. En plus, je suis pas content du résultat. Ciampa qui nous fait quand même un haut fait. Il arrive à porter le Big Bronson Reed, puisque comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, Big Bronson. Le running knee, il est bloqué. Les deux hommes s'échangent des coups et Ciampa qui surprend Reed avec un petit contre rapide pour la victoire, un petit tombé rapide. D'ailleurs c'était un petit peu chelou ce qu'il a fait leur prise, c'est un petit peu bizarre pour une victoire de Tommaso Ciampa, voilà, qui était inattendu dans un match beaucoup trop long. Eh bien, écoute, peut-on se fier à Cage Match? Je ne sais plus, c'était notre source de référence et là je vois marquer un match de 4 minutes 38, ça m'étonne énormément. Alors je pense qu'ils prennent. Alors attends, il y a dû avoir des pubs. Attends, non, il était plus long que ça, c'est pas possible. Bah je sais pas. T'as pas paru une éternité ce match, toi? Bah ça m'a paru plus long que ça, oui, ça m'a paru de... Et Oh. je ne vois, je ne sais pas. Mais bon, comme il y a eu des attaques avant le combat, c'est peut-être ça qui nous fausse notre perception, je ne sais pas. Peut-être, tu as raison. Allez, on va dire que oui. Oui, non, t'as raison. Visiblement, le match a duré 4 minutes 38. Bah écoute, ça m'a paru une éternité. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les autres matchs étaient très très longs. Et du coup, je m'étais mis en mode, de toute façon, Triple H ce soir a décidé de faire des matchs longs. Il est retombé dans ses travers. Bah écoute, voilà. Tant pis pour moi, tant mieux pour Tommaso Ciampa qui va chercher une victoire presque inattendue. Ouais, c'est chiant, ils ont bien botché, raté ce finish, qui était déjà de base pas un finish ouf, puisque Ouais, c'était c'était une une sorte forme de de crucifix bomb quoi sur le côté, c'est assez bizarre. Ouais, et puis ça a pas donné de manière très très claire pour le décompte de l'arbitre. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien Tommaso Ciampa, et c'est vrai que le voir soulever la grosse masse de Bronson Reed, c'est impressionnant. Ah ouais. Après voilà, on est dans la poursuite de cette feud où était Nakamura justement, donc plutôt dans la mid low card. C'est sûr que quand tu mets deux mecs de low card l'un contre l'autre, ça réveille pas grand enthousiasme. Et puis là encore, les alignements sont c'est Ciampa qui a l'air plutôt d'être le face, mais je trop de passif, je pense, avec Tommaso Ciampa pour qu'on adhère vraiment. Surtout qu'il est à la recherche de son poteau Johnny Gargano. Alors, la bitché chez Tommaso Ciampa, on sait à quoi ça ressemble. Donc, Donc, je trouve qu'il y a des moves sympas et que. Oui. Et moi, j'aime bien les deux garçons. Enfin, Bronson Reed, il a fait un petit passage, il a été viré, il a été repris. Bon, il est pas encore. Il a pas beaucoup de programme, mais bon, je trouve qu'on manque de profils comme ça, chez les garçons notamment, chez les hommes, on n'a plus trop des monstres là, façon un peu Brodus Clay ou autre. Donc il a peut-être une carte à jouer, mais je sais pas effectivement si c'est le meilleur choix de les mettre tous les deux qui sont très green dans le main roster l'un contre l'autre, parce que du coup on regarde ça d'un air un petit peu. On sait bien qu'il y aura pas grand chose de passionnant. On regarde d'un œil en se disant ouais, comme il appelle beaucoup son copain Gargano, peut-être qu'il va y avoir une intervention, un truc. Peut-être que c'est ce soir que ça va démarrer. Bon, ça sera pas ce soir donc. Donc c'était encore. Il a été justifié ce match par une altercation entre les deux hommes. Non, je crois pas. Ils ont eu des affrontements précédemment, je pense. Enfin, quand il y avait Nakamura dans le Vince, Oui, mais c'était dans cette période où tu avais Ricochet, Nakamura, le Miz, Bronson Reed. C'était le bordel. C'était vraiment aux frontières du réel, quoi. Ce truc-là, il n'y avait pas d'histoire. Tout le monde se croisait les uns les autres. On créait des tensions qui étaient désamorcées la semaine d'après. Là, c'est dommage, ils ont une petite histoire là avec Tommaso Ciampa où il recherche son poteau, et ben voilà, il cherche son poteau. Bronson Reed, il le croise, il dit que j'en ai affaire, il lui arrache sa petite affiche, et puis voilà, c'était bouqué. Et puis tu crées de l'attachement un petit peu à cette histoire, tu vois. Donc, En tout cas, tu fais une remarque, j'avais oublié de mentionner, mais je vais en profiter. On a vu Ricochet aussi dans les vestiaires avec Seth Rollins. Et je suis assez étonné de voir l'absence de problème de Ricochet post-match contre notre ami Logan Paul. On avait dit que c'était un peu une feud qui allait lui permettre enfin de toucher une petite carrière en solo et tout. Alors est-ce qu'il est blessé ou fatigué? Je ne sais pas, t'as peut-être des infos, mais je suis vraiment étonné qu'il fasse plus rien là. Je n'ai absolument aucune info sur Ricochet. Je n'ai même pas remarqué sa présence lors de ce Monday Night Raw dans une en backstage. Mais je te rejoins par contre carrément, c'est que qui est Ricochet là. Le mec, en plus j'avais adoré leur match. C'est le moment.
Bah Tu oui. peux pas. C'est le moment. Ricochet, ça va pas. Ricochet, il se laisse trop porter par l'eau là, par le courant. Ouais, on lui a dit bah on n'a pas de programme pour toi. Ah bah d'accord. Ah bah Ouais, d'accord. voilà. Il est trop sympa le mec. Trop sympa. Trop sympa. Donc je suis d'accord avec toi. Là, il faut que Ricochet il intervienne. Ricochet devrait être dans cette histoire-là. Pourquoi pas le mettre avec avec Tommaso Ciampa s'il faut toi. Peut-être il dit bah voilà, Bah moi, voilà. je vais t'aider à trouver Johnny et puis ils trouvent sur leur route, sur leur chemin, tout ce qui se fait de méchant dans la low card et la mid card. Et puis voilà. Puis ça te fait des programmes toutes les semaines. Ah, Il mais faut toi, qu'il se passe quelque chose. Mais t'es oui. un bon booker, Irem, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bah non, je sais, je sais. Non, mais ils bookent bien des trucs, mais d'autres. Pourtant, des fois, la low-card, au Triple H, booker la low-card, il est censé faire des petites histoires, des petites choses à leur donner. Non, mais non, là, rien du tout, que dalle. Bon bah écoute, on arrive bientôt sur la fin. Hein. Eh ouais. Oui, on arrive au main event. On arrive au main event. Et quel main event? Puisqu'on a un main event féminin. Eh Raphaël, bah oui. incroyable. J'avais du mal à y croire. Au début, je vais même te dire, au début, j'étais pas content. Parce que Oh. c'était pas. Ah bah oui, c'était pas. Attends, Falls Count Anywhere match, Becky Lynch contre Zoe Stark, avec Trish Stratus dans les parages. J'avais peur. Mais je dois avouer que à la moitié du combat, le combat a commencé à partir en cacahuète, qu'on a commencé à détruire des tables, à passer les uns et les autres à travers les tables, à se retrouver en dehors du ring. Je me suis dit, ah ouais, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Puisque Becky Lynch se retrouve à un moment avec Zoe Stark sur la barricade pour lui placer son Manhandle Slam. Trish intervient. Elle intervient à plusieurs reprises. D'ailleurs, Trish Stratus, elle a quand même balancé une chaise dans la tronche de Zoe Stark. D'ailleurs, C'était un peu. j'ai trouvé ce match était plus un Terry Funk hardcore match que le match tag team à SmackDown. Oui. Notamment par cette séquence avec les chaises, on se rappelle de cette séquence incroyable justement avec le match avec Terry Funk et Mick Foley, c'était la EC-Dub où le public avait balancé et recouvert les protagonistes de chaises. Je sais pas si tu te souviens de cette séquence iconique. Le public complètement taré, c'était le public de la EC-Dub, ils ont balancé mais genre une centaine de chaises sur le pauvre Mick Foley et il y avait Terry Funk. Donc je sais pas si c'était fait exprès, mais là on était un peu plus hardcore. Un peu plus hardcore. Ouais, tout à fait. Bah, on a eu une thématique cette soirée, c'était les trucs dans la gueule qui n'étaient pas destinés. Après Drew McIntyre sur Xavier Woods, bah là, elle s'est bien gourée à Trish Stratus. C'était assez rigolo. Bah écoute, c'est un beau spot hein, pour le main event pour Becky Lynch et pour Zoe Stark, qui prouve que je pense elle est une personnalité à compter à la WWE chez les filles dans les années à venir. Oh. C'était quand même, je trouve, un peu scénaristiquement, c'est passé, mais bon, se dire qu'elles sont deux contre une à pouvoir faire tout ce qu'elles veulent et elles réussissent pas à gagner, voilà, là on revient dans un des défauts parfois du catch, c'est-à-dire que Trish Stratus, elle est là sur le bord du ring, elle passe 10 minutes à juste encourager sa copine, et puis tout d'un coup elle intervient, puis elle prend un petit spot, et puis 5 minutes suivantes, elle est à nouveau sur le bord du ring, juste à taper sur le ring, à dire allez, vas-y, puis finalement elle réintervient. Bon, voilà quoi, il fallait qu'elle lui saute dessus à deux, quoi, qu'elle lui tente un pinfall à deux dessus ou je sais pas quoi, mais bon, elles sont pas très malines, hein. Elles sont pas très malines. Mais encore une fois, c'est une Ouais. Canadienne, donc. Ah oui, déjà il y a ça. Et puis Ouais. moi j'ai trouvé quand même que c'était pas mal foutu. Il y avait quand même une belle séquence. Toi, Trish Stratus, elle s'est retrouvée balancée par-dessus la table des commentateurs. Toi, il y Ah avait oui, comme oui. ce côté Becky qui devait éliminer l'une pour pouvoir s'occuper de l'autre. C'était plutôt bien foutu. Donc on a eu après un gros bulldog qui a été placé par Becky à travers, Trish qui a fait un bulldog sur Becky à travers la table. Trish et Zoé qui se retrouvent à balancer Becky donc sur une caisse, mais Zoé qui pousse Trish par erreur, hein, qui l'a fait tomber à travers une Ouais. table. À ce moment-là, on est dans le public, hein, on est à l'extérieur du ring. Ça, c'était si on arrive sur la fin, c'était un enchaînement que j'ai trouvé super. Trish là, qui se pète complètement le dos là, c'était assez bien foutu. Et les deux Le qui boule- s'arrêtent pour regarder, c'était Ouais, rigolo. ouais, les deux qui se regardent, Zoe Stark et Becky Lynch. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer et qui commence à se mettre sur la tronche avec le public à côté qui était complètement fou. Et puis le Manhandle Slam à travers l'autre table qui était de l'autre côté. Franchement, Ouais. moi j'étais surpris par plein de ces spots et souvent tu les sens arriver les spots parce que la configuration de travail de la caméra fait qu'on voit les choses apparaître, les éléments du décor et tout. Là, c'était totalement inattendu et vraiment à ce moment-là, j'étais content que ce soit le main event finalement parce que on a terminé dans la destruction et puis une victoire de Becky Lynch
qui en plus finit complètement en larmes parce que avec Windham, le décès de Bray Wyatt, elle avait évidemment son petit brassard, mais enfin voilà, elle lève le brassard en l'air et puis elle craque et puis elle pleure et c'est comme ça que se termine le show. Et je me suis dit ouais, mais qu'est-ce qui vient de se passer, toi? Franchement, moi qui étais parti en mode qu'est-ce que c'est que ce main event? Enfin, je suis passé par plein d'émotions, quoi. Je suis passé par l'émotion de mais c'est quoi ce match? En fait, les filles vont se mettre complètement sur la tronche, ça passe à travers les tables, c'est complètement dingue. On a cette image de Zoé et Becky qui seront face à face. J'adore moi ces moments-là. Enfin, c'est très divertissant. Et puis après, ça se termine par Becky qui gagne, mais en fait qui est rattrapé par le drame qui s'est passé il y a quelques jours et qui pleure. Enfin, qui pète un câble, mais tu fais waouh, qu'est-ce qui vient de se passer dans ce main event? Enfin, franchement, et puis ça se termine comme ça, quoi. T'es laissé là-dessus, tu fais waouh, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, moi, vraiment, j'ai pris une baffe, quoi. Moi, vraiment, j'ai pris une baffe sur ces 5 dernières minutes, quoi, de folie pour un Monday Night Raw qui, à noter, n'a pas été main eventé par Judgment Day. Donc, comme quoi, c'est Ça possible. arrive. Ouais. 16 minutes 17. Oui, voilà, tant qu'à faire. 16 minutes 17, mais ça les valait. Hein. Oui. Je suis globalement de ton avis. Ça m'a surpris que ça soit le main event. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais après c'est un go home show, donc des fois il faut rebattre un petit peu les cartes pour redonner envie de voir le pay-per-view qui va suivre. Enfin voilà, bon ça s'appelle plus pay-per-view, mais excusez-moi. Et bah, je suis un peu du même avis que toi, c'est-à-dire j'ai trouvé que c'est le premier vrai match où Zoe Stark est très très convaincante dans le sens où voilà jusqu'à présent c'était un petit peu le sidekick complet de Trish Stratus. Là, est-ce qu'on va pas vers un basculement? Est-ce que peut-être après Payback, enfin Trish Stratus va retourner à sa retraite et ça aura juste servi à installer la petite Zoé. Elles se sont fait plaisir, comme tu l'as dit. Là, on était vraiment dans du hardcore match. On a eu beaucoup de choses. Et le spot, effectivement, il y a un enchaînement là en 10 secondes. On se débarrasse de Trish Stratus et de suite Becky qui profite de l'effet de surprise pour placer son finisher là sur je sais pas de combien elles ont sauté là, mais c'était impressionnant. Donc en fait limite c'est presque dommage parce que si ça avait été un vrai match de pay-per-view et un vrai match de fin de feud, je pense qu'on le garderait en mémoire comme un des très bons matchs de l'année et comme un très bon moment et peut-être un des moments forts de la carrière de Becky Lynch. Si c'est ça le match, ça sera pas ça, mais si ça avait été ça le match contre Trish Stratus, ce style d'affrontement, je pense ça serait iconique. Là, du coup, ça va passer un peu plus inaperçu. Voilà, c'est le main event du Go Home Show, c'est contre la sidekick, c'est contre la petite rookie d'NXT. On va pas s'en souvenir, je pense, dans un an, honnêtement, mais pourtant c'était plutôt sympa et elles ont fait du bon boulot. Et au final, ça donne assez envie là de voir à Payback ce qu'ils vont raconter à l'inverse, en cage. Et puis je pense de enfin pouvoir se dire, allez, on tourne la page, ça y est, ça a été long, ça dure depuis WrestleMania quand même, tout ça. Et puis voilà, ça aura au moins mérité, ça aura au moins fini sur des bons affrontements et des moments d'intense émotion. Ouais. Ça aurait été long, on aura souffert, mais là on a quelque chose qui nous réveille, je trouve. Par contre, faut pas que le babyface gagne en sortant par la petite porte, hein, on est d'accord, le style cage match. Ah non, ça va finir sur un pinfall, ça je pense, ou sur un abandon. Ouais. C'est vrai qu'on aurait presque pu inverser les stipulations entre celle des Canadiens et puis celle-ci. Tu vois, tu parlais de style cage match pour les Canadiens, oui. Peut-être que c'est sûr, et peut-être le style fight, enfin Steel City Street Fight match. Ce qu'elles nous ont proposé là, ça aurait pas été déconnant. Mais en tout cas, ouais, un super. Moi, j'ai trouvé vraiment un super main event, tout simplement, qui m'a surpris et agréablement. Ça, quand tu passes quand tu passes de oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas le main event ça, et qu'à la fin tu fais waouh, mais c'est trop cool ce main event, c'est que voilà, ils ont réussi, c'est le hold-up quoi. Tu t'es fait braquer et j'aime bien ces moments-là. Bah oui, là on est content de se faire braquer. Et du coup, c'est l'heure du braquage, c'est l'heure du mot de la fin. Hein, le top, le flop et la note pour ce Monday Night Raw. Voilà, c'est le show rouge, hein, c'est cossu, c'est gros, c'est gras. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu des gros matchs, il y a eu des gros affrontements, il y a eu des histoires qui ont avancé, il y a eu des chaises qui ont été lancées. Mon bon Rafa, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Moi, je retiens un sentiment plutôt positif. Les longs matchs, tout le monde n'aime pas. Je trouve qu'il y en a eu beaucoup. Et c'était peut-être un petit peu trop long, mais globalement, on a eu un très bon show, je trouve. Et ça, voilà, les longs matchs en show, ça rappelle aussi que voilà,
un weekly, c'est aussi du catch, et on paye aussi dans l'arène pour voir du catch, et pas juste des segments où on va nous dire, ce week-end ci, ce week-end là, ce week-end il va y avoir ci et ça. Donc ils ont pas eu peur de nous envoyer la grosse sauce. Moi, je vais mettre par petit plaisir coupable mon top au Miz déguisé en LA Knight. J'ai trouvé ça vraiment chouette, même s'il y avait d'autres moments forts dans ce show. Je réfléchis à un flop. Bah écoute, j'en ai pas énormément. Vous avez parlé du Judgment Day tout à l'heure, peut-être, avec cette séquence de la créa replay que tu trouves un peu répétitive. Ouais, ça c'était un peu répétitif, mais bah écoute, je pense que je vais rester sur cette histoire de Judgment Day, mais je vais quand même mettre je vais plutôt mettre mon flop, voilà, la stipu des 2 Canadiens. J'attends de voir ce qu'ils vont nous décider, mais enfin, quand tu nous dis qu'on est dans la ville de l'acier et que tu veux pas être emmerdé par des interventions, bah tu mets un steel cage match et t'arrêtes d'être con. Voilà, Kevin Owens, si tu nous écoutes en français, qu'est-ce que tu nous as foutu, tabernacle? Voilà. Après, tout n'a pas été excellent dans ce Monday Night Raw. Je vais quand même aller sortir un 3,75, quasiment presque. Quand même, c'est bien. Ouais, presque 4, pas tout à fait 4 quand même, mais je veux dire entre l'opener avec Sami Zayn qui était quand même sympa, toute la scène tag team New Day, Drew McIntyre, moi j'aime bien, l'intercontinental, je trouve que bon, on a dit qu'ils avaient raconté un peu une histoire qui nous plaisait pas, mais globalement c'est une feud vraiment chouette, je trouve, et une histoire vraiment chouette. Seth Rollins et Nakamura, je pense qu'ils se font plaisir là à nous faire un vrai run, une vraie feud dont ils ont, je pense, l'un et l'autre très envie. Donc on sort sur un très bon show, je trouve, globalement très solide. Une carte de payback qui est assez étonnante. Y a pas la Bloodline par exemple, mais disons qu'on dit, vas-y, ouais, tu vas peut-être dire ce que j'allais te dire, ouais, vas-y. Je te laisserai la parole juste après. Ouais. C'est une carte assez bizarre avec une difficulté à décerner les openers, les main events, les mid cards. C'est assez éclectique. C'est un peu fourre-tout, mais on a quand même, voilà, tu l'as dit, un titre tag team qui devrait être dans une stipu qui m'étonne, mais qui va être, je pense, la grosse régalade. On va avoir, Becky Lynch, on verra ce que ça donne, mais ça peut être sympa. Raquel Rodriguez, je vais plutôt lui donner ma confiance, on verra bien. Il y a juste 2-3 interrogations, comme Cody Rhodes, qui va être juste dans un Grayson Waller effect. C'est pas une si vilaine carte que ça, même si c'est clairement une carte de pay-per-view intermédiaire, hein, c'est pas SummerSlam et c'est pas Survivor Series. J'y pars plutôt confiant, moi, enfin plutôt enthousiaste en tout cas. Ouais, comme Jessica le rappelle sur le Discord, ce sont souvent ces pay-per-view là pour lesquels on n'attend rien du tout, pour lesquels on est agréablement surpris. Ces pay-per-view de seconde zone qui sont bookés un peu 2 semaines avant. Ce que j'allais te dire, c'est que effectivement, c'est un peu le pay-per-view des laissés pour compte de SummerSlam. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu le all-out. le all-out de la WWE qui aura lieu en plus effectivement le même week-end. Mais cette fois-ci, ce sera le dimanche. Écoute, en ce qui me concerne, flop. Alors, c'est un peu dur, mais je vais le donner au booking du match Chad Gable contre Ludwig Kaiser et notamment ce finish. Chad Gable aurait dû gagner. J'ai trouvé qu'effectivement, on n'avait pas forcément raconté la bonne histoire, mais le match était quand même super et j'adore Chad Gable. Donc voilà, c'est parce que j'aime ces gens-là que je me permets de leur donner un petit flop et surtout ça illustre le fait que ce Raw, il était quand même bien solide pour justement ces laissés pour compte de SummerSlam. Il était plutôt bien ficelé. Bon top, je le donne au main event de Monday Night Raw, en particulier ces 5 dernières minutes complètement folles. Elles m'ont retourné le cerveau. Là, franchement, j'avoue, je me suis fait avoir, je me suis fait surprendre et j'adore ces moments-là. 5 minutes de folie où moi personnellement, je suis passé par tout un paquet d'émotions pour toutes les raisons qu'on connaît. Et puis, pour la note, je vais donner un 3,5. Je suis comme toi, vraiment. Là, on a eu un bon Monday Night Raw, un beau go-home show qui a bien rempli son office. Bon, c'est l'heure de se quitter, mon bon Raphaël. Déjà. Je rappelle, et oui, à tous nos auditeurs, nos auditrices, que Catch Up, c'est le podcast qui résume tous les shows et analyse tous les shows de la WWE chaque semaine, depuis plus de 7 ans. Et oui, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Pour voilà, votez Catch Up pour ne manquer aucun épisode. C'est simple et comme le dit Ringside, c'est gratuit. En tout cas, c'est déjà moins cher
que le dentiste. Parce que, comme je l'ai rappelé, il n'y a pas de mutuel employeur à Ketchup. Donc je ne sais pas qui va se refaire les dents là, mais je préfère prévenir, ce ne sera pas remboursé par le studio. Ouais, il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast. On est également sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou au moins nous mettre un petit pouce. Ça nous fait plaisir. Rejoignez-nous sur le Discord pour discuter entre fans de l'art terrible de la lutte professionnelle. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook et Instagram. Également, il va falloir que je m'y mette, mon Rafa. Les pronostics. Eh oui, ce week-end. J'ai cru que t'allais nous dire que t'allais te mettre sur TikTok ou un truc comme ça. Non, quand même pas. Oh non, on n'y est pas encore. On a déjà du mal à suivre avec tous les autres réseaux sociaux, mon beau Rafa, donc Je sais bien. sur TikTok, parce que là, TikTok, c'est notre sauce. C'est un autre bail. Moi, je vous le dis. Ouais. Moi, je vous le dis. Enfin, pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on aime faire, sur ce qui nous éclate. C'est l'analyse des shows de la WWE. C'est ça qu'on aime. Du coup, il ne reste qu'une chose à vous dire, c'est en attendant que les pronos arrivent, ça on vous préviendra, vous inquiétez pas, il y a des titres à défendre. Je te remercie Rafa de m'avoir accompagné, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas analysé les shows ensemble. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Je croyais que t'allais nous sortir la stat. Non, j'ai pas la stat. Tu sais, j'ai déjà du mal avec les durées des matchs. Alors, les stats du studio. Ah, t'aurais été vraiment très très fort. Bah oui, ce fut un plaisir comme toujours. Puis quand c'est toi qui prends la main et qui nous emmène comme ça à travers les shows bleus et les shows rouges, c'est un délice. Ah, je fais les visites guidées, t'inquiète pas. Ouais. Allez, on vous donne rendez-vous à très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Yowie, waouh. Ciao peuple de Ketchup, à bientôt, let's go to payback. Run.